On t'empoisonne. Daniel Carter leva les yeux de son assiette, le couteau à beurre toujours à la main, et fronça légèrement les sourcils, comme s'il avait mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il. « De quoi tu parles? C'est une blague ?» Annie se tenait au bord de la table, un verre d'eau à la main. Elle secoua rapidement la tête. « Ce n'est pas une blague, monsieur, » dit-elle d'une petite voix. « S'il vous plaît, ne mangez pas le pain, celui avec du beurre dessus. N'y touche pas. » Daniel la fixa un instant, perplexe, puis laissa échapper un petit rire incertain. « Annie, c'est bien étrange de dire ça le matin, » répondit-il. « Pourquoi dis-tu que quelqu'un m'empoisonne ?» Annie s'approcha et posa le verre d'eau à côté de son assiette. Puis elle se pencha légèrement et baissa la voix. « Je l'ai vue hier soir, » murmura Annie. « J'ai aperçu mademoiselle Victoria dans la cuisine. Elle écrasait des pilules et les mélangeait au beurre. Elle a remis le beurre au réfrigérateur et a lissé la surface pour que personne ne s'en aperçoive. » Le sourire de Daniel s'effaça, mais il secoua lentement la tête. « Non, » dit-il. « Non, Annie, vous avez du mal comprendre. Victoria ne ferait jamais une chose pareille. Elle va être ma femme. » Annie regarda le toast, puis le regarda de nouveau. « Monsieur, je vous en prie, ne le mangez pas. » Daniel soupira et posa le couteau. « Annie, écoute-moi, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « C'est très grave. On ne dit pas des choses pareilles sur les gens, surtout pas sur quelqu'un qui habite ici. Tu es sûr de n'avoir rien vu d'autre? Des vitamines? Des médicaments contre le mal de tête ?» Annie secoua de nouveau la tête, d'un ton plus pressant cette fois. « Non, monsieur. » Elle avait une petite bouteille blanche. Elle a écrasé les pilules avec une cuillère et les a mélangées au beurre. J'étais juste là. Elle ne s'est pas rendue compte de ma présence au début. Daniel s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras, toujours incrédule. « Si ce que tu dis est vrai, » reprit-il lentement, « alors pourquoi aurait-elle fait ça, et pourquoi t'aurait-elle laissé voir ça ?» Annie hésita, puis baissa les yeux sur ses mains. Sa voix devint encore plus faible. « Parce qu'elle m'a vue, » dit Annie. « J'ai laissé tomber une cuillère et elle a fait du bruit. Elle s'est retournée et m'a vue debout près de la porte. » Daniel a ressenti une légère gêne dans la poitrine, mais il n'était pas encore prêt à y croire. « Et ensuite ?» demanda-t-il. Annie déglutit. « Elle ne s'est pas mise en colère, » dit-elle. Elle sourit et m'appela. Elle s'agenouilla et me dit que parfois, les adultes ont des secrets. Daniel plissa légèrement les yeux. « Qu'a-t-elle dit d'autre ?» Annie leva les yeux vers lui. « Elle m'a donné de l'argent, » dit-elle. « Beaucoup d'argent. Elle m'a dit que si je ne disais à personne ce que j'avais vu, elle donnerait assez d'argent à ma mère pour qu'elle n'ait plus besoin de travailler comme femme de ménage. Elle a dit qu'on pourrait déménager dans un meilleur endroit. Elle m'a dit que c'était juste un médicament pour mieux dormir et que je ne devais pas m'inquiéter. » Le visage de Daniel se figea peu à peu. « Elle a essayé d'acheter ton silence, » demanda-t-il doucement. Annie acquiesça. « Oui, monsieur. Je lui ai dit d'accord, mais je ne le pensais pas. » Daniel resta silencieux quelques secondes. Il regarda de nouveau la tartine, le beurre fondant lentement sur le pain. « C'est une accusation très grave, Annie, » dit-il. « Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire une chose pareille sans preuve. » Annie le regarda un instant, puis dit quelque chose qui le surprit. « Alors, forcez-la à le manger, » dit Annie. Daniel cligna des yeux. « Quoi? Dis à mademoiselle Victoria de manger le pain, » dit Annie en montrant la tartine. « Si je mens, ce n'est que du pain beurré. Il ne se passera rien. Mais à vrai dire, elle n'en mangera pas. » Daniel la fixa du regard. Le silence régnait désormais dans la cuisine. « Vous voulez que je demande à ma fiancée de manger mon petit déjeuner pour vérifier si elle essaie de m'empoisonner ?» demanda-t-il lentement. Annie acquiesça. « Oui, monsieur, » répondit-elle avant que Daniel n'ait pu ajouter quoi que ce soit. Elles entendirent le bruit de talons hauts dans le couloir. Annie recula aussitôt et baissa la tête, faisant mine de regarder le sol. Victoria entra dans la cuisine, souriant comme tous les matins. « Bonjour, » dit-elle d'un ton enjoué. « Tu n'as pas encore fini de déjeuner ?» Daniel regarda la tartine, puis Victoria. Un bref instant, les paroles d'Annie résonnèrent dans sa tête. À vrai dire, elle ne mangera pas. Victoria s'approcha et regarda l'assiette. « Tu vas être en retard si tu ne manges pas, » dit-elle. « Mange le temps qu'il est chaud. » Daniel prit lentement la tranche de pain grillé et la tint dans sa main. « Tu as raison, » dit-il. « En fait, pourquoi ne pas goûter d'abord? »
Victoria fronça légèrement les sourcils. Moi? Pourquoi mangerais-je ton petit déjeuner? Daniel haussa légèrement les épaules. Je ne sais pas. Tu me dis toujours de manger. Tu devrais peut-être y goûter d'abord et me montrer à quel point c'est bon. Victoria rit légèrement, mais son sourire était crispé. Daniel, ne dis pas de bêtises. J'ai déjà mangé du yaourt tout à l'heure. Ce n'est qu'une bouchée, dit Daniel, toujours calme. Fais-moi plaisir. Victoria n'a pas pris la tartine. Je n'ai pas faim, a-t-elle répondu. Mange-le. Daniel lui tendit la tartine un peu plus près. Juste une bouchée, répéta-t-il. Pendant une fraction de seconde, quelque chose changea dans les yeux de Victoria. Ce fut si rapide que si Daniel n'avait pas été attentif, il aurait pu le manquer. Elle recula d'un pas. Non, dit-elle un peu trop vite. Je vous l'ai dit, je n'ai pas faim. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Daniel reposa lentement la tartine sur l'assiette. Puis il regarda Victoria. Son visage était impassible, mais son regard avait complètement changé. D'accord, dit-il doucement. Je mangerai plus tard. Victoria l'observa attentivement, comme pour tenter de deviner ses pensées. Puis elle sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire semblait forcé, non spontané. Très bien, dit-elle, mais n'oublie pas, tu as besoin de force. Elle se retourna, prit son sac à main sur le comptoir et se dirigea vers la porte. Je sors quelques heures, dit-elle. Organisatrice de mariage, puisse pas. On se voit cet après-midi. Conduis prudemment, dit Daniel. Lorsque la porte d'entrée se referma et que sa voiture quitta l'allée, Daniel resta immobile un long moment. Puis il se rassit lentement et regarda Annie. La petite fille fixait l'assiette. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement. Elle ne voulait pas en manger. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il prit une serviette, souleva la tranche de pain grillé sans la toucher et la déposa délicatement dans un sac en plastique. Puis il ouvrit le beurrier, le contempla quelques secondes, et le referma. Quand il prit enfin la parole, sa voix était calme, mais teintée de froideur. Annie, dit-il. À partir de maintenant, tu ne répéteras à personne ce que tu m'as dit, pas même à ta mère. Tu comprends? Annie hocha la tête. Daniel ferma le sac en plastique et le posa sur le comptoir. Tu sais ce que tu as fait ce matin? Demanda-t-il. Annie secoua la tête. Tu viens peut-être de me sauver la vie, dit Daniel d'une voix douce. Annie resta silencieuse un instant. Puis elle dit quelque chose d'une petite voix grave qui semblait bien plus âgée que 6 ans. Je ne l'ai pas fait parce que tu es riche, dit-elle. Je l'ai fait parce qu'elle a essayé de m'acheter. Et ma mère dit que les gens qui essaient d'acheter des enfants ne sont jamais de bonnes personnes. Daniel la regarda longuement et hocha lentement la tête. Cette nuit-là, Daniel Carter ne se coucha pas à son heure habituelle. Vers 9 heures, il entendit la voiture de Victoria se garer dans l'allée. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et se referma, suivie du bruit familier de ses talons sur le parquet. Vers 9 heures, il entendit la voiture de Victoria se garer dans l'allée. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et se referma, suivie du bruit familier de ses talons sur le parquet. Elle apparut à la porte du bureau un instant plus tard, souriante. « Tu travailles encore ?» demanda-t-elle doucement. « Tu devrais vraiment apprendre à te reposer, Daniel. » Il se laissa aller dans son fauteuil et la regarda longuement avant de répondre. « Entre, dit-il. Je veux vous poser une question. » Victoria entra dans la pièce, l'air calme et curieux. « Cela semble sérieux, » dit-elle d'un ton léger. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel désigna la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous. » Elle s'assit en croisant élégamment les jambes. « Vous me mettez mal à l'aise, » dit-elle en riant doucement. Daniel croisa les mains sur le bureau et la regarda droit dans les yeux. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme et posée. « Avez-vous quelque chose à me dire ?» demanda-t-il. Victoria cligna des yeux. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Daniel soutint son regard. « Absolument tout, » dit-il. « Quelque chose que tu me caches, quelque chose que je devrais savoir avant notre mariage. » Pendant une fraction de seconde, une lueur passa dans ses yeux. Puis elle sourit de nouveau, ce même sourire chaleureux et rassurant auquel il se fiait depuis plus d'1 an. « Daniel, » dit-elle doucement. « Pourquoi me demandes-tu ça? » Bien sûr, il n'y a rien. De quoi s'agit-il? Il se pencha légèrement en arrière, comme gêné. « Je suis peut-être juste fatigué, » dit-il.
Diriger une entreprise rend méfiant. On finit par croire que tout le monde veut quelque chose de nous. Victoria se détendit un peu et tendit la main par-dessus le bureau, posant la sienne sur la sienne. Je ne suis pas comme tout le monde, dit-elle. Je suis la femme qui t'aime. Daniel baissa les yeux sur sa main posée sur la sienne, puis les releva vers son visage. Je sais, dit-il doucement. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. Elle sourit. Tu travailles trop. C'est tout. Du stress. Après le mariage, les choses seront différentes. Tu n'auras plus à tout porter seul, acquiesça-t-il lentement. Tu as peut-être raison. Ils discutèrent encore un peu du mariage, de la liste des invités et d'un dîner de charité auquel ils devaient assister la semaine suivante. Victoria était calme, affectueuse, tout à fait normale. Si Daniel n'avait pas vu comment elle avait refusé le toast ce matin-là, si Annie n'avait rien dit, il l'aurait cru sur parole. Après que Victoria se fut couchée, Daniel reprit son téléphone et appela de nouveau Franck. J'ai besoin de 2 choses, dit Daniel d'une voix calme. Premièrement, je veux que le beurre soit analysé au plus vite. Pas seulement pour vérifier s'il contient des somnifères. Pour tout médicament pour le cœur, les sédatifs, tout ce qui pourrait causer des dommages à long terme même à faible dose. Je l'apporterai au laboratoire dès demain matin, dit Franck. Et ensuite, je veux que vous récupériez les images de vidéosurveillance de la cuisine d'hier soir, dit Daniel. Entre minuit et 2 heures du matin, les images sont-elles stockées localement ou sur le cloud, demanda Franck. Les deux, répondit Daniel, mais je ne veux pas que quiconque dans le système de la maison sache que j'y accède. Je les téléchargerai moi-même ce soir et je te les apporterai. Après avoir raccroché, Daniel se dirigea vers le petit local de sécurité situé près de son bureau. La plupart des personnes qui visitaient sa maison pensaient qu'il s'agissait d'un simple débarras. Seules quelques-unes savaient qu'il abritait le système de sécurité central de toute la propriété. Il referma la porte derrière lui et alluma les moniteurs. Caméra 3, cuisine. Il fit défiler les images jusqu'à la nuit précédente. Minuit 47. L'écran montrait la cuisine plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par les petites lampes sous les meubles. 1 minute passa. Puis la porte s'ouvrit et Victoria entra. Vêtue d'un peignoir de soie, Daniel sentit sa poitrine se serrer en regardant l'écran. Victoria s'approcha du comptoir, ouvrit son sac à main et en sortit une petite bouteille blanche. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle était seule. Elle prit alors une cuillère dans le tiroir, déposa quelque chose sur le comptoir et commença à l'écraser délicatement. Daniel se pencha vers l'écran. Elle ouvrit le beurrier, y incorpora des pilules écrasées et remua lentement, avec précaution. Puis elle utilisa le dos de la cuillère pour lisser la surface et la rendre invisible. Ensuite, elle referma le beurrier, remit le flacon dans son sac, éteignit la petite lampe et quitta la cuisine. Daniel resta immobile un long moment. Il repassa la vidéo une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Observant chaque mouvement, chaque détail, chaque expression de son visage, il savait exactement ce qu'elle faisait. Daniel finit par éteindre l'écran et resta planté là, dans la salle de sécurité plongée dans l'obscurité, la main posée sur le bord du bureau. Pour la première fois depuis le décès de sa femme, des années auparavant, il ressentit cette même sensation de froid et de vide dans sa poitrine. L'impression que le monde sur lequel il croyait se tenir n'était en réalité qu'un terrain instable. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous la regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Il retourna dans son bureau et s'affala lourdement dans son fauteuil. Quelques minutes plus tard, on frappa doucement à la porte. « Monsieur ?» demanda la voix d'Annie de l'autre côté. « Tu es réveillé ?»« Oui », répondit Daniel. « Entre. » Annie entra, serrant de nouveau son lapin en peluche contre elle. Elle le regarda et comprit aussitôt que quelque chose avait changé. « Tu as vu la caméra, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Daniel hocha la tête une fois. « Oui », dit-il. « J'ai tout vu. » Annie resta silencieuse un instant. « Je t'ai dit la vérité, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit Daniel. Il regarda la petite fille qui se tenait au milieu de son bureau, la seule personne dans la maison à lui avoir dit la vérité. « Annie, » dit-il d'une voix calme mais différente, plus dure, plus déterminée. « À partir de maintenant, nous devons être très prudents. Elle croit que tu as pris l'argent et que tu t'es tué. Il faut la laisser croire ça. » Annie hocha lentement la tête. « Comme ça, elle ne sait pas que tu sais. »
Exactement, dit Daniel. Demain matin, tout sera normal. Je prendrai mon petit déjeuner. J'irai travailler. Je parlerai du mariage. Je sourirai. Et elle croira que son plan fonctionne. Il marqua une pause, puis ajouta doucement. Et pendant qu'elle pensera gagner, nous allons tout découvrir. Annie serra plus fort son lapin en peluche. On va l'attraper? Demanda-t-elle. Daniel regarda le couloir menant aux chambres, le regard froid et déterminé. Oui, dit-il doucement, on va l'attraper. Le lendemain matin, la maison était exactement comme d'habitude. La lumière du soleil inondait le sol de la cuisine. La machine à café ronronnait doucement. L'air était imprégné d'une odeur de pain grillé et de café frais, chaleureuse et familière, comme si rien n'avait changé. Mais Daniel Carter savait que quelque chose avait changé. Il entra dans la cuisine, vêtu d'un costume sombre et le visage impassible. La même expression qu'il arborait avant les négociations importantes. Victoria était déjà là, debout au comptoir, en train de beurrer une tranche de pain grillé. Elle se retourna et sourit en le voyant. « Bonjour, dit-elle. J'ai préparé le petit déjeuner tôt aujourd'hui. Je me suis dit que tu pourrais peut-être enfin manger avec moi. » Daniel lui sourit. « C'est un honneur rare, dit-il. » Son regard se porta, un bref instant, sur le beurrier, le même plat en porcelaine blanche, à la surface toujours aussi lisse. S'il n'avait pas vu la vidéo la veille, il n'aurait rien remarqué du tout. « Un café ?» demanda Victoria. « S'il vous plaît, répondit-il. Elle lui versa une tasse et la posa devant lui, puis lui fit glisser une assiette avec 2 tranches de pain grillé. Les 2 tranches étaient soigneusement beurrées. « Je me suis assurée que tu aies mangé aujourd'hui, » dit-elle d'un ton léger. « Pas d'excuses. » Daniel tira une chaise et s'assit. « Tu prends très bien soin de moi ces derniers temps, » dit-il en levant les yeux vers elle. Victoria appuya une hanche contre le comptoir et sourit. « Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-elle. « Tu travailles trop. Tu oublies de manger. Tu oublies de dormir. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera ?» Daniel soutint son regard un instant. « C'est une bonne question, » dit-il doucement. Elle ne sembla rien remarquer d'étrange dans son ton. Elle contourna le comptoir et s'assit en face de lui avec sa propre tasse de café. « Vous avez une réunion ce matin ? Demanda-t-elle. « Oui, dit Daniel. Et un appel avec les avocats cet après-midi. »« Les avocats ?» répéta-t-elle d'un ton désinvolte. Mais son regard s'aiguisa légèrement. « Pourquoi ?» Daniel prit sa tasse de café et souffla dessus lentement avant de répondre. « Je mets à jour quelques documents, » dit-il. « Structure de l'entreprise, droit de vote au conseil d'administration, ce genre de choses. » Victoria hocha lentement la tête. « Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Même tes papiers ont leurs propres papiers. » Daniel esquissa un sourire. « C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose d'important. Tu passeras le reste de ta vie à la protéger. » « Et qui te protège ?» demanda-t-elle doucement. Daniel regarda la tartine devant lui. Le beurre luisait légèrement sous la lumière de la cuisine. « C'est une excellente question, » dit-il. Au fond de la cuisine, Annie essuyait le plan de travail. Silencieuse, prudente, elle ne les regardait pas. Mais Daniel sentait qu'elle écoutait chacun de ses mots. Victoria reprit sa tasse de café. « Mange, » dit-elle doucement. « Il commence à faire froid. » Daniel prit une tranche de pain grillé. Il le tenait dans sa main, l'examinant un bref instant. Puis il leva les yeux vers Victoria. « Tu sais, » dit-il d'un ton désinvolte. « J'y pensais hier soir. »« À quoi ?» demanda-t-elle. « À la confiance, » répondit-il. « C'est étrange comme on peut confier sa vie à des gens sans jamais vraiment mettre cette confiance à l'épreuve. » Victoria rit légèrement. « Tu as l'air d'un philosophe ce matin. »« Ah bon ?» demanda Daniel. « Permettez-moi de vous poser une question. »« Très bien, » répondit-elle, amusée. « Qu'est-ce que c'est ? Si tu pensais que quelqu'un essayait de me faire du mal, » demanda lentement Daniel, « me dirais-tu la vérité, même si c'était dangereux pour toi ?» Victoria le regarda, le visage empreint de douceur. Presque offensée. « Bien sûr que oui, » dit-elle. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Daniel hocha la tête, comme satisfait de la réponse. Il souleva légèrement la tranche de pain grillé. « Alors ça ne vous dérangera pas de m'aider quelque chose ?» dit-il. Victoria inclina la tête. « T'aider pourquoi ?» demanda Daniel en lui tendant une tranche de pain grillé. « Juste une bouchée. » Victoria ne bougea pas.
Un instant, la cuisine entière sembla figée. Même le bruit de la machine à café qui s'arrêtait lui parut assourdissant. Elle regarda la tartine, puis Daniel, et sourit comme si elle pensait qu'il plaisantait. Très drôle, dit-elle. Prends ton petit déjeuner toi-même. Je le ferai, répondit Daniel calmement. Dès la première bouchée. Le sourire de Victoria demeurait, mais son regard changea. Daniel, dit-elle doucement. Qu'est-ce que c'est? Un test. Daniel haussa légèrement les épaules. Peut-être, dit-il. Faites-moi plaisir. Victoria se laissa aller en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Je te l'ai dit. J'ai déjà mangé tout à l'heure, dit-elle. Je n'ai pas faim. C'est juste une bouchée, répéta Daniel. Si ça ne pose pas de problème, ça ne devrait pas avoir d'importance. Les mots restèrent en suspens entre eux. Victoria le fixa longuement. Puis elle rit de nouveau. Mais cette fois, son rire sonnait faux. Tu es ridicule, dit-elle. Je ne mangerai pas ton toast, Daniel. Daniel reposa lentement la tranche de pain sur l'assiette. D'accord, dit-il doucement. Alors je n'en mangerai pas non plus. Victoria plissa légèrement les yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda-t-elle. D'abord, tu as sauté le petit déjeuner hier, et maintenant ça? Tu te comportes très bizarrement. Vraiment? Demanda Daniel. Je me sens parfaitement normal. Non, tu ne te sens pas comme ça, répondit-elle. Tu me mets à l'épreuve. Je le vois bien, mais je ne comprends pas pourquoi. Daniel la regarda longuement, puis se laissa aller en arrière sur sa chaise. Permettez-moi de vous poser une dernière question, dit-il. Et cette fois, je veux que vous réfléchissiez très attentivement avant de répondre. Victoria ne dit rien. Tu as quelque chose à me dire? Demanda Daniel d'une voix douce. Avant notre mariage? Absolument quelque chose. Son visage se figea. J'ai déjà répondu à cette question hier soir, dit-elle lentement. Non. Il n'y a rien. Daniel hocha la tête une fois, comme s'il s'attendait à cette réponse. Très bien, dit-il. Alors, cette conversation est terminée. Il se leva, prit sa tasse de café et la porta à l'évier, où il vida le reste. Puis il se retourna vers elle. Je vais au bureau, dit-il. Je risque d'être en retard ce soir. Ne m'attends pas. Victoria se leva elle aussi. Daniel, dit-elle d'une voix étranglée. Tu me fais peur. Ai-je fait quelque chose de mal? Il la regarda vraiment, comme s'il essayait de voir à la fois la femme qu'il croyait aimer et celle qu'il avait vue sur les images de vidéosurveillance. Non, dit-il doucement. Pas encore. Il prit ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. En passant devant Annie, il dit d'une voix normale. Merci d'avoir nettoyé la cuisine. Oui, monsieur, répondit doucement Annie. Lorsque la porte d'entrée se referma derrière lui et que le bruit de sa voiture s'estompa au bout de la longue allée, Victoria resta immobile dans la cuisine. Lentement, elle tourna la tête et regarda Annie. Pendant un long moment, elles restèrent silencieuses. Puis Victoria s'approcha d'elle, ses talons claquant lentement sur le sol, son visage n'étant plus chaleureux, plus bienveillant. Elle s'arrêta devant Annie et parla d'une voix basse et froide. Vous lui avez dit quelque chose? Demanda-t-elle. Annie secoua immédiatement la tête. Non, madame. Victoria la fixa quelques secondes, scrutant son visage à la recherche d'une quelconque émotion. Peur, culpabilité, n'importe quoi. Puis elle fouilla dans son sac, en sortit une autre enveloppe, plus épaisse que la première, et la déposa sur le comptoir devant Annie. Tu es une fille intelligente, dit Victoria d'une voix douce. Les filles intelligentes savent quand se taire. Et elles savent aussi reconnaître une opportunité qui peut changer leur vie. Annie regarda l'enveloppe sans la toucher. Victoria se pencha et ajouta une dernière chose, d'une voix à peine audible. Parce que si tu n'es pas une fille intelligente, dit-elle, cette maison risque de devenir un endroit très difficile à vivre pour ta mère. Puis elle se redressa, sourit de nouveau comme si de rien n'était et sortit de la cuisine. Annie restait là, seule, fixant l'enveloppe posée sur le comptoir, ses mains se crispant lentement en poing. À l'étage, dans sa voiture garée au bout de l'allée, Daniel Carter était assis au volant, mais ne démarra pas tout de suite. Il regardait son téléphone, le message que Frank venait d'envoyer. Le laboratoire a reçu le beurre. Les résultats préliminaires indiquent la présence d'un bêta-bloquant à un dosage anormal. Une utilisation prolongée à forte dose peut entraîner une insuffisance cardiaque grave. Daniel lut le message 2 fois,
puis une troisième. Dehors, par son pare-brise, le matin était radieux et paisible, comme tous les autres. Mais Daniel connaissait désormais la vérité avec une certitude absolue. La femme qu'il allait épouser cherchait à le tuer. Et la guerre au sein même de sa famille ne faisait que commencer. Daniel ne se rendit pas au bureau ce matin-là. Il sortit du portail, prit le virage comme s'il se dirigeait vers l'autoroute, puis gara sa voiture sous une rangée de grands arbres, à l'abri des regards. Il coupa le moteur et resta assis en silence, les mains posées sur le volant, l'esprit tourbillonnant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il avait bâti des entreprises à partir de rien. Il avait survécu à des procès, des OPA hostiles, des krachs boursiers et à des hommes qui souriaient en essayant de le ruiner. Dans son monde, quand quelqu'un tentait de vous détruire, on ne paniquait pas. On rassemblait des informations. Tu es resté calme. Et tu as laissé l'autre camp croire qu'il était plus intelligent que toi. Il a pris son téléphone et a appelé Franck. J'ai reçu les résultats préliminaires des analyses, dit Daniel. Et alors? Demanda Franck. Il y a un bêta-bloquant dans le beurre, répondit Daniel, à un dosage anormal, suffisant pour provoquer une insuffisance cardiaque à long terme. Franck resta silencieux un instant. Le gamin disait donc la vérité. Oui, répondit Daniel. Elle l'était. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Dit Franck. Ce n'est pas un accident. C'est prémédité. Un empoisonnement lent est difficile à détecter à moins qu'on ne le recherche activement. Daniel regarda à travers le pare-brise la longue route qui s'étendait devant lui. Elle ne veut pas de scandale, dit-il. Elle veut des funérailles. Alors, quel est le plan? Demanda Franck. Daniel resta silencieux quelques secondes avant de répondre. En affaires, quand quelqu'un essaie de vous voler votre entreprise, on ne l'affronte pas immédiatement. On observe d'abord à qui il parle. Tu suis la piste de l'argent. Tu découvres qui d'autre est impliqué. Tu penses qu'elle travaille avec quelqu'un? Demanda Franck. Je ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour avoir tout planifié toute seule, a déclaré Daniel. Il y a de l'argent en jeu. L'assurance. Documents juridiques. Timing. Quelqu'un la conseille. Franck se cacha. Très bien, je vais commencer à fouiller dans ses finances, ses relevés téléphoniques, tout ce que je peux trouver. Mais Daniel, si elle est capable de t'empoisonner, elle est capable de bien pire si elle pense que tu es sur sa piste. Je sais, répondit Daniel. C'est pourquoi elle ne peut pas le savoir. Il raccrocha et resta assis une minute, puis redémarra le moteur. Cette fois, il reprit la route vers la maison. Quand il entra dans la cuisine, le silence régnait. Un silence trop pesant. Annie se tenait près du comptoir, exactement là où il l'avait laissé plus tôt, l'enveloppe toujours posée devant elle. Elle leva brusquement les yeux lorsqu'il entra. « Tu es revenu ?» dit-elle, surprise. Daniel hocha la tête et se dirigea vers le comptoir. Il regarda l'enveloppe sans la toucher. « T'a-t-elle dit autre chose après mon départ ?» demanda-t-il. Annie hocha lentement la tête. « Elle m'a demandé si je t'avais dit quelque chose, » dit Annie. J'ai dit non. Et ensuite? Elle m'a donné plus d'argent, dit Annie en regardant l'enveloppe. Elle a dit que les filles intelligentes savent se taire. Et elle a ajouté que cette maison pourrait devenir un endroit très difficile à gérer pour ma mère si je ne suis pas intelligente. La mâchoire de Daniel se crispa légèrement. Elle a menacé ta mère. Annie ne répondit pas, mais ses yeux s'emplirent de peur un bref instant avant qu'elle ne baisse à nouveau le regard. Daniel ramassa l'enveloppe et la pesa dans sa main. Il était épais. Très épais. Il l'ouvrit et regarda à l'intérieur. Du liquide. Plus d'argent que la mère d'Annie n'en gagnait probablement en plusieurs mois de ménage. Il remit l'argent dans l'enveloppe et la posa sur la table. « Laisse-le là, » dit-il. « Ne le dépense pas. Ne le déplace pas. Ce sont des preuves. Maintenant. » Des preuves? Répéta Annie. Cela signifie une démonstration, dit Daniel. La preuve qu'elle a essayé de te payer pour que tu te taises. Annie hocha lentement la tête. Tu vas le dire à la police maintenant? Pas encore, répondit Daniel. Nous ne savons toujours pas tout. Je veux savoir qui l'aide. Et je veux des preuves irréfutables. Il s'approcha du réfrigérateur, l'ouvrit et regarda le compartiment à beurre. Il y avait maintenant 2 beurriers à l'intérieur. Celui empoisonné qu'il avait déjà retiré et un œuf que Victoria avait dû acheter le matin même. Elle l'a remplacé, dit-il doucement. Annie s'approcha. Elle sait donc que tu ne l'as pas mangé, dit-elle. Oui, répondit Daniel, et ça l'inquiète.
Les personnes nerveuses font des erreurs. Il ferma le réfrigérateur et s'appuya contre le comptoir, pensant. Écoute-moi bien, dit-il en regardant Annie. À partir de maintenant, rien ne change. Tu prends l'argent. Tu fais comme si tu la croyais. Tu fais comme si tu étais de son côté. Les yeux d'Annie s'écarquillèrent. Tu veux que je fasse semblant de l'aider? Oui, répondit Daniel. Parce que si elle croit que tu es de son côté, elle parlera devant toi. Elle passera des coups de fil. Elle te dira des choses qu'elle ne devrait dire à personne. Annie resta silencieuse un long moment. C'est un mensonge, dit-elle. Daniel hocha lentement la tête. Oui, dit-il, c'en est un, et je n'aime pas ça. Mais parfois, quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment mal, le seul moyen de l'arrêter est de lui faire croire qu'on ne voit pas ce qu'il fait. Annie regarda de nouveau l'enveloppe. Je ne l'aime pas, dit-elle doucement. Je sais, répondit Daniel. Moi non plus. Plus maintenant. Il se dirigea vers l'évier, se versa un verre d'eau et le but lentement. Lorsqu'il reposa le verre, ses mains étaient de nouveau stables. Son esprit était clair. Voilà ce qui va se passer, dit-il. Ce soir, je vais lui dire que je suis allé chez le médecin parce que je me sens fatigué. Je vais lui dire que le médecin pense que j'ai peut-être des problèmes cardiaques. Annie leva brusquement les yeux. Elle croit donc que le poison fait effet. Exactement, dit Daniel. Si elle y croit, elle finira par se sentir à l'aise. Et quand on se sent en sécurité, on devient négligent. Il retourna à la table et regarda une dernière fois l'enveloppe. Sais-tu pourquoi les gens comme elle finissent toujours par perdre? Demanda-t-il. Annie secoua la tête. Parce qu'ils croient que l'argent les rend plus intelligents que les autres, dit Daniel. Ils pensent que les pauvres ne voient rien. Ils pensent que les enfants ne comprennent rien. Ils pensent que la gentillesse est une faiblesse. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, ils se trompent. À ce moment-là, ils entendirent la voiture de Victoria revenir dans l'allée bien plus tôt que prévu. Annie regarda Daniel. Ses yeux s'inquiétèrent soudain. Elle est de retour. Le visage de Daniel se figea instantanément, toute émotion disparaissant pour laisser place à l'expression calme et polie qu'il arborait en public. Souviens-toi, dit-il doucement, tu ne m'as rien dit. Tu as pris l'argent. Tu as peur. Tu veux protéger ta mère. Voilà ce qui compte maintenant. Annie acquiesça, bien que ses mains tremblaient légèrement. La porte d'entrée s'ouvrit. Un instant plus tard, Victoria entra dans la cuisine, son regard passant immédiatement de Daniel à Annie, puis à l'enveloppe posée sur la table. Elle esquissa un sourire. Eh bien, dit-elle doucement, je vois que vous avez trouvé mon petit cadeau. Annie baissa les yeux, jouant son rôle. Oui, madame, répondit-elle à voix basse. Victoria regarda Daniel. Tu es rentré tôt, dit-elle. Je croyais que tu avais des réunions toute la journée. Daniel desserra légèrement sa cravate et esquissa un sourire fatigué. Je ne me sentais pas bien, dit-il. Alors je suis allé voir un médecin. Le regard de Victoria s'aiguisa. Un médecin? Pourquoi? Daniel s'approcha du fauteuil et s'y laissa tomber lourdement, comme un homme épuisé. Il dit que mon cœur ne va pas très bien, dit Daniel d'une voix douce. Trop de stress, trop d'années de travail. Il veut faire d'autres examens. Victoria ne dit rien. Mais pour la première fois depuis que Daniel la connaissait, il vit quelque chose qu'elle ne put dissimuler assez vite. Le bonheur. Il illumina son visage en moins d'une seconde. Mais Daniel l'a vu. Et à cet instant, il a su quelque chose avec une certitude absolue. Ce n'était plus seulement de la suspicion, de la peur ou du doute. C'était la guerre. Victoria n'a plus jamais mentionné le problème cardiaque de Daniel ce soir-là. Mais tout en elle avait changé, de façon subtile, presque imperceptible. Elle devint plus aimable que d'habitude. Elle lui demanda 2 fois s'il avait besoin de quelque chose. Elle proposa de préparer le dîner elle-même au lieu de laisser la mère d'Annie s'en charger. Elle apporta même un verre d'eau à Daniel et lui rappela de prendre les vitamines qu'elle avait posées à côté de son assiette. Daniel remarqua tout. Il remarqua comment elle l'observait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il remarqua qu'elle vérifiait s'il avait fini son assiette. Il remarqua qu'elle lui demandait nonchalamment à quelle heure il partirait travailler le lendemain et à quelle heure il rentrerait. Elle établissait un emploi du temps dans sa tête, une chronologie. Plus tard dans la soirée, Daniel était assis dans le salon, faisant semblant de lire, tandis que Victoria, assise sur le canapé en face de lui, consultait des annonces de lieux de réception pour des mariages sur son ordinateur portable. Une douce musique de piano,
lente et raffinée, jouait en fond sonore. Celui-ci est magnifique, dit Victoria en tournant l'écran vers lui. C'est un vignoble à Napa, très privé, très élégant. On pourrait y célébrer la cérémonie au coucher du soleil. Daniel a regardé les photos et a acquiescé. C'est joli, dit-il. Joli, répéta-t-elle avec un petit sourire. Je prépare notre mariage, Daniel. Tu es censé dire que c'est parfait. Il la regarda et esquissa un sourire. C'est parfait, dit-il. Elle l'observa un instant, puis ferma l'ordinateur portable. Vous semblez bien calme pour un homme à qui l'on vient d'annoncer qu'il pourrait avoir des problèmes cardiaques, dit-elle. Daniel se laissa aller en arrière sur sa chaise. Quand on gagne sa vie en créant des entreprises, on apprend à composer avec les mauvaises nouvelles, a-t-il déclaré. Les marchés s'effondrent, les associés partent, les avocats appellent. On s'habitue à l'idée que tout peut disparaître très vite. Victoria inclina légèrement la tête. C'est une vision très pessimiste de la vie. C'est une vision très réaliste, répondit Daniel. Elle resta silencieuse un instant, puis se leva et passa derrière sa chaise, posant légèrement les mains sur ses épaules. Tu ne vas pas disparaître, dit-elle doucement. Je suis là maintenant. Tu n'es plus seul. Daniel regarda droit devant lui, immobile. Oui, dit-il doucement. C'est ce que je pensais aussi. Les mains de Victoria s'immobilisèrent un instant. Puis elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Repose-toi, dit-elle. Tu as l'air fatigué. Après qu'elle soit montée à l'étage, Daniel attendit exactement 10 minutes. Il se leva alors, éteignit la lumière et descendit silencieusement le couloir vers l'escalier de service qui menait aux pièces réservées au personnel. Il frappa doucement à la petite porte près de la cuisine. Annie l'ouvrit presque aussitôt, comme si elle l'attendait. « Monsieur » dit-elle. « Pouvons-nous parler » demanda Daniel. Elle acquiesça et s'écarta pour le laisser entrer. La petite cuisine du personnel était chaude et embaumait légèrement le liquide vaisselle et le riz. La mère d'Annie dormait déjà dans la pièce voisine après une longue journée de travail. Daniel s'assit à la petite table, qui paraissait presque trop petite pour un homme comme lui, un homme qui possédait des salles de réunion, des immeubles et des entreprises. « T'a-t-elle dit autre chose aujourd'hui » demanda-t-il doucement. Annie acquiesça. Elle m'a demandé si tu avais fini ton assiette. Annie a dit. Je lui ai dit oui. Bien, a dit Daniel. C'était la bonne réponse. Annie hésita, puis ajouta. Elle m'a aussi demandé à quelle heure tu t'es couché hier soir et à quelle heure tu t'es réveillé ce matin. Daniel hocha lentement la tête. Elle essaie de comprendre mes habitudes, dit-il. Elle veut savoir quand je suis seule, quand il n'y a personne autour, quand quelque chose peut arriver et passer pour un accident. Annie baissa les yeux sur ses mains. Elle me fait peur, dit-elle doucement. Daniel resta silencieux un instant, puis il dit quelque chose de très calme, de très posé. Elle devrait avoir peur de toi. Annie leva les yeux, surprise. Moi? Oui, répondit Daniel, parce que tu es la seule personne dans cette maison qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle a essayé l'argent. Maintenant, elle essaie la peur. Cela signifie qu'elle ne sait plus quoi faire de toi. Annie n'avait pas l'air convaincue. Je ne suis pas forte, dit-elle. Daniel secoua la tête. La force n'est pas une question de taille, dit-il. C'est une question de ce que l'on fait quand on a peur. Et tu as dit la vérité même quand elle t'a offert plus d'argent que tu n'en as probablement jamais vu de ta vie. Il se pencha légèrement en avant. Ça, c'est de la force. Annie resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Demain, reprit Daniel, je vais commencer à avoir l'air plus malade, plus fatigué. Je pourrais faire semblant d'avoir le vertige. Si elle croit que le médicament fait effet, elle accélérera les choses. Accélérer les choses, répéta Annie. Oui, dit Daniel. Les gens comme elle n'aiment pas attendre trop longtemps. L'attente les rend nerveuses. Et les personnes nerveuses font des erreurs, pensa Annie un instant. Et si elle essayait quelque chose de plus rapide? Demanda-t-elle à voix basse. Pas le beurre. Autre chose. Daniel hocha lentement la tête. C'est précisément ce qui m'inquiète. Il plongea la main dans sa poche et déposa un petit objet sur la table. On aurait dit un simple porte-clés. Qu'est-ce que c'est? Demanda Annie. C'est un bouton d'alerte, a expliqué Daniel. Si jamais vous vous sentez en danger, vous appuyez dessus. Cela envoie un signal à une société de sécurité que j'utilise. Ils vont m'appeler, ainsi que la police, immédiatement. Annie regarda le petit appareil sans le toucher.
Tu crois qu'elle me ferait du mal? Demanda-t-elle. Daniel n'a pas menti. Je pense qu'elle s'en prendrait à quiconque pourrait faire échouer son plan, a-t-il déclaré. Annie prit lentement le porte-clés et le serra fort dans sa main. Monsieur, dit-elle au bout d'un moment, pourquoi fait-elle ça? Vous êtes gentil avec elle. Tu allais l'épouser. Daniel se laissa aller en arrière sur sa chaise et regarda la petite lampe au plafond. Quand j'étais jeune, dit-il lentement, je pensais que les gens faisaient de mauvaises choses parce qu'ils étaient pauvres, désespérés ou sans instruction. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens riches dans ma vie, Annie. Des gens très riches. Et j'en ai tiré une leçon. Quoi? Demanda Annie. Certaines personnes ne veulent pas d'argent parce qu'elles en ont besoin, répondit Daniel. Certaines personnes veulent de l'argent parce que cela leur donne un sentiment de puissance. Le pouvoir est comme une drogue. Quand on le désire ardemment, on cesse de se soucier des conséquences pour autrui. Annie resta longtemps silencieuse après cela. Alors, que fait-on maintenant? Demanda-t-elle. Daniel se leva de la petite table. Maintenant, dit-il. Nous attendons. Nous observons. Et nous la laissons croire que tout se déroule exactement comme prévu. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna vers Annie. Mais souviens-toi de ceci, dit-il doucement. À partir de cet instant, tout dans cette maison est une mise en scène. Chaque repas, chaque conversation, chaque sourire. Nous sommes sur scène maintenant, acquiesça lentement Annie. Et elle? Demanda-t-elle. Le visage de Daniel se figea. Elle croit qu'elle écrit l'histoire, dit-il. Mais elle a oublié quelque chose de très important. Quoi? Demanda Annie. Daniel regarda le petit bouton d'alarme dans la main d'Annie, puis la regarda de nouveau. Elle n'est pas la seule à savoir se préparer. Les 2 jours suivants s'écoulèrent dans une étrange tension sourde qui ne quittait jamais la maison. Daniel commença à jouer son rôle avec précaution. Le premier matin, il entra dans la cuisine un peu plus lentement que d'habitude. Il s'assit, appuya légèrement ses doigts sur sa poitrine, comme pour tester une légère douleur, puis esquissa un sourire forcé lorsque Victoria le regarda. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle aussitôt. « J'ai mal dormi, » répondit Daniel. « Mon cœur s'est emballé hier soir. » Le regard de Victoria a vacillé. Un instant, l'inquiétude a traversé son visage. Mais cette inquiétude est apparue trop vite, comme un interrupteur qu'on appuie sur. « Avez-vous appelé le médecin? » demanda-t-elle. « J'ai un autre rendez-vous demain, » répondit Daniel. Encore des tests. Elle hocha la tête et se retourna vers le comptoir. « Tu devrais manger quelque chose, » dit-elle. « Tu as besoin de force. »« J'en aurai, » répondit Daniel. Il l'observa attentivement préparer le petit déjeuner. Elle se déplaçait avec aisance et assurance, comme une habituée. Elle sortit des œufs, du pain, des fruits et le beurre qu'elle venait d'acheter. Tout semblait normal. Trop banal. Annie se tenait près de l'évier, essuyant la vaisselle déjà sèche. Elle levait parfois les yeux juste assez pour observer ce que faisait Victoria. Victoria déposa une assiette devant Daniel. Des toasts, des œufs, des fruits. Mange pendant que c'est chaud, dit-elle doucement. Daniel prit sa fourchette et mangea lentement. Très lentement. Il prit soin de manger un peu d'œufs et de fruits, mais il toucha à peine au pain grillé. Victoria l'a remarqué. Tu ne mangeras plus de toast, a-t-elle dit d'une voix légère, mais avec un regard perçant. Le médecin dit que je devrais réduire ma consommation de beurre, répondit Daniel, sans lever les yeux. Cholestérol. Victoria resta silencieuse un instant. Puis elle sourit. Votre médecin essaie de vous gâcher la vie, dit-elle. D'abord le stress, maintenant le beurre. Daniel esquissa un sourire. De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé les toasts, dit-il. Il sentait son regard posé sur lui, comme si elle analysait quelque chose. Plus tard dans l'après-midi, Daniel resta chez lui au lieu d'aller au bureau. Il dit à Victoria qu'il attendait un appel du médecin. Il se trouvait en réalité dans son bureau avec Frank, qui était arrivé discrètement par l'entrée de service. Frank avait la soixantaine, les cheveux gris, le visage marqué par les rides et le regard patient d'un homme qui avait passé sa vie à observer les mensonges. Daniel lui montra les images de la caméra de surveillance. Frank regarda la vidéo une première fois, puis une seconde, avant de se rasseoir et d'expirer lentement. C'est on ne peut plus clair, dit-il. Écraser des pilules, les mélanger à du beurre. Aucun jury au monde ne pourrait se méprendre là-dessus. Je veux savoir avec qui elle travaille, dit Daniel. Et je veux savoir depuis combien de temps ça dure,
acquiesça Franck. J'ai commencé à examiner ses finances, a-t-il déclaré. Sur le papier, tout semble normal. Mais il y a eu d'importants virements ces 6 derniers mois. De l'argent arrive d'une société de conseil dont je n'ai jamais entendu parler. Son nom? Demanda Daniel. Franck ouvrit un petit carnet. Redwood Strategic Consulting, dit Daniel en fronçant légèrement les sourcils. Je ne connais pas cette entreprise. Je ne pensais pas que vous la connaîtriez, répondit Franck. C'est une société écran. Pas de véritable bureau. Aucun employé déclaré. Mais l'argent y circule. Beaucoup d'argent. Daniel resta silencieux un instant. Suivez l'argent, dit-il. C'est là que se trouve toujours la vérité, acquiesça Franck. Il y a autre chose, ajouta-t-il. Elle a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 3 mois. Daniel leva lentement les yeux. Combien? 5 millions, répondit Franck. Et c'est elle la principale bénéficiaire. Daniel laissa échapper un léger soupir par le nez. Pas surpris. Confirmation. 3 mois, dit Daniel. C'est à peu près à ce moment-là qu'elle a commencé à insister pour préparer elle-même le petit déjeuner. Franck ferma le carnet. Daniel, tu dois faire très attention, dit-il. Si elle a des revenus réguliers et une assurance vie, ce n'est pas seulement une mauvaise idée. C'est un plan d'affaires. Daniel esquissa un sourire sans joie. Je sais. J'ai déjà rédigé des plans d'affaires. À ce moment-là, on frappa doucement à la porte du bureau. Les 2 hommes levèrent les yeux. Monsieur? Demanda la voix d'Annie à travers la porte. Elle est au téléphone. Dans le jardin. Elle a dit qu'elle ne voulait pas prendre l'appel à l'intérieur. Daniel et Franck échangèrent un bref regard. C'est nouveau, dit Daniel à voix basse. Il se leva aussitôt. Reste ici, dit-il à Franck. Daniel traversa silencieusement le couloir et sortit par la porte latérale donnant sur le jardin. Il avança lentement, restant caché derrière les hôtes et jusqu'à ce qu'il puisse entendre la voix de Victoria. Je te l'avais dit, il est allé chez le médecin, disait Victoria. Il pense que c'est son cœur. Il est tout le temps fatigué maintenant. Il mange à peine. Ça marche. Daniel sentit quelque chose de froid se poser sur son estomac. Il y eut un silence pendant que la personne à l'autre bout du fil prenait la parole. Non, pas encore, répondit Victoria. On ne peut pas précipiter les choses. S'il meurt trop subitement, les gens se poseront des questions. Il faut que ça paraisse naturel. Le stress. Insuffisance cardiaque. Il a 40 ans. Il travaille trop, c'est plausible. Un autre silence. Oui, je suis au courant pour l'assurance, dit-elle. Je ne suis pas idiote, mais l'entreprise vaut bien plus que ça. Une fois mariée, j'aurai le contrôle jusqu'au transfert de tous les biens. C'est là que réside le véritable enjeu financier. Daniel resta immobile derrière la haie. J'écoutais la femme qu'il devait épouser discuter calmement du déroulement des événements liés à sa mort. J'ai dit que je m'en occupais. Victoria a poursuivi, d'une voix plus basse. Assurez-vous simplement que tous les documents soient prêts. Le moment venu, je ne veux aucun retard dans la comptabilité. Elle raccrocha et resta un instant immobile, contemplant le jardin, paisible et magnifique sous le soleil de fin d'après-midi. Daniel recula discrètement avant qu'elle ne le voie et retourna vers la maison, le visage impassible. Lorsqu'il revint dans le bureau, Franck leva aussitôt les yeux. Eh bien, elle n'agit pas seule, dit Daniel. Il y a quelqu'un d'autre. Et ils sont déjà en train de planifier ce qui se passera après ma mort. Franck serra les dents. A-t-elle dit qui? Non, répondit Daniel. Mais elle a parlé de paperasse, de compte, de virement. Il s'agit du contrôle de l'entreprise, pas seulement de l'assurance. Franck hocha lentement la tête. Alors, il ne suffit pas de la surprendre en train de vous empoisonner, dit-il. Il nous faut comprendre tout le plan. Daniel s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin où Victoria se tenait quelques minutes auparavant. Bien, dit-il doucement. Parce que je ne veux pas seulement survivre. Il se retourna vers Franck, le regard froid et déterminé. Je veux anéantir leur plan. Ce soir-là, Daniel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit un tiroir fermé à clé dans son bureau et en sortit un mince carnet noir. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, des noms, des chiffres et des observations. Le genre de carnet qu'un homme tient lorsqu'il a compris que la mémoire seule ne suffit pas dans un monde où les gens mentent. Il écrivit un nom en haut d'une page blanche, Victoria Lagne. En dessous, il commença à consigner tout ce qu'il savait jusqu'alors. Police d'assurance vie, 5 millions,
Il y a 3 mois. Compagnie Shell. Redwood Strategic Consulting. Propriétaire inconnu. Appel téléphonique. Partenaire postal. Calendrier discuté. Compte. Transfert. Après la mort. Poison. Bêta-bloquant. Insuffisance cardiaque lente. Témoin. Annie. Corruption. Enveloppe contenant de l'argent. Menace. Le travail de la mère d'Annie. Il posa son stylo et fixa longuement la page. Ce n'est pas qu'un simple meurtre, murmura-t-il. C'est une prise de contrôle. Frank, assis en face de lui, acquiesça. Ouais, dit-il. Ils ne veulent pas seulement ta mort, ils veulent tout ce que tu as construit. Daniel ferma le carnet. Ensuite, on fera en sorte qu'ils ne l'obtiennent pas. Le lendemain matin, Daniel changea de nouveau ses habitudes. Au lieu d'aller directement au bureau, il appela son avocate, Margaret Lewis, et lui proposa de déjeuner en privé. Margaret était sa conseillère juridique depuis près de 15 ans. Elle avait la cinquantaine bien entamée, était vive, calme et presque impossible à intimider. Ils se rencontrèrent dans un restaurant tranquille, à l'écart des clients d'affaires. Margaret jeta un coup d'œil au visage de Daniel et dit « Ce n'est pas un déjeuner d'affaires, n'est-ce pas ?» « Non, » répondit Daniel. « Non. » Il ne lui a pas tout dit. Pas encore, mais il lui en a dit assez. « Je veux modifier mon testament, » dit Daniel. « Et je veux désigner un administrateur temporaire de l'entreprise si quelque chose m'arrive. » Margaret ne parut pas surprise. Elle hocha simplement la tête et sortit un stylo. « Très bien, » dit-elle. « Dites-moi ce que vous voulez changer. » « Si je meurs, » dit Daniel, « je ne veux pas que Victoria prenne le contrôle de l'entreprise. Même pas temporairement. Tout sera placé dans une fiducie. Vous et Frank serez co-exécuteurs testamentaires. Aucune décision majeure. Aucune vente d'actions. Aucun transfert de contrôle pendant au moins 1 an après ma mort. » Margaret le regarda attentivement. « C'est très précis, » dit-elle. « Tu t'attends à mourir bientôt, Daniel ?» Daniel croisa son regard. « Je m'attends aussi à ce que quelqu'un complote contre moi, » dit-il. Margaret ne posa pas d'autres questions. Elle avait trop longtemps côtoyé des personnes influentes pour s'en offusquer facilement. « Je vais préparer les documents, » dit-elle. « Mais si c'est bien ce que je pense, vous devez être très prudent. »« Je sais, » répondit Daniel. Lorsqu'il rentra chez lui cet après-midi-là, la maison était de nouveau silencieuse. Trop silencieuse. Il commençait à détester le silence de sa propre maison. Il trouva Annie dans la cuisine, assise à la petite table, en train de faire ses devoirs. Elle leva les yeux quand il entra. « As-tu découvert à qui elle parlait ?» demanda aussitôt Annie. « Pas encore, » répondit Daniel. « Mais on s'en approche. » Il s'assit en face d'elle. « A-t-elle dit quelque chose aujourd'hui ?» Annie acquiesça. « Elle m'a demandé si tu avais pris tes médicaments, » dit Annie. Daniel fronça les sourcils. « Quels médicaments ?» demanda-t-il. « Elle a dit qu'elle allait peut-être te donner des vitamines spéciales parce que le médecin a dit que ton cœur était faible, » répondit Annie. « Elle m'a dit que si jamais elle me donnait un verre avec un comprimé dedans, je devais m'assurer que tu le boives en entier. » Daniel sentit une colère froide et lente l'envahir. « Elle change d'avis, » dit-il à voix basse. Le beurre était trop lent. Maintenant, elle veut quelque chose de plus rapide. Quelque chose qu'elle puisse contrôler directement. Annie semblait de nouveau effrayée. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Daniel se pencha légèrement en avant. « On va lui donner ce qu'elle veut, » dit-il. « Une opportunité. » Ce soir-là, au dîner, Daniel joua son rôle mieux que jamais. Il paraissait fatigué. Il bougeait plus lentement. À 2 reprises, il porta légèrement la main à sa poitrine, comme s'il avait mal. Victoria remarqua tout. « Tu n'as pas l'air bien, » dit-elle doucement. « Je crois que le médecin a raison. Tu as besoin de te reposer davantage. » Daniel acquiesça. « Je pensais la même chose, » dit-il. « Je vais peut-être prendre quelques jours de congé. Rester à la maison. Pas de bureau. » Les yeux de Victoria s'illuminèrent un instant avant qu'elle ne dissimule sa joie derrière une mine soucieuse. « C'est une bonne idée, » dit-elle. « Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. » Daniel la regarda. « C'est ce que je pensais, » dit-il. « Je te fais confiance, » dit-elle en tendant la main par-dessus la table et en prenant la sienne. « Tu peux toujours me faire confiance, » ajouta-t-elle. Daniel baissa les yeux sur sa main qui tenait la sienne et pensa. « Tu vas le regretter. » Après le dîner,
Victoria alla dans la cuisine préparer le thé. Annie était déjà là, en train d'essuyer la vaisselle. Annie, dit doucement Victoria. Daniel est très malade. Il faut bien prendre soin de lui maintenant. Oui, madame, dit Annie doucement. Victoria sortit une petite bouteille de son sac à main et la posa sur le comptoir. Ce sont les vitamines dont je t'ai parlé, dit-elle. Le médecin a dit qu'elles seraient bénéfiques pour son cœur. Demain matin, je te montrerai combien en mettre dans sa boisson. Annie regarda la bouteille. Oui, madame, dit-elle. Victoria se pencha légèrement pour être à leur hauteur. Sa voix devint très douce, très grave. Tu fais ce qu'il faut, dit-elle. Quand tout cela sera terminé, ta mère n'aura plus jamais besoin de travailler pour personne. Tu iras dans une bonne école. Tu auras une vie différente. Annie ne répondit pas. Victoria sourit et reprit le biberon. Nous allons l'aider à se reposer, dit-elle. C'est tout. Dans le couloir, Daniel, tapi dans l'ombre, écoutait attentivement chaque mot. Il observa Victoria remettre la bouteille dans son sac et passer devant lui sans même le remarquer. Daniel resta longtemps dans le couloir obscur après son départ. Annie sortit lentement de la cuisine et le regarda. « Tu as entendu » murmura-t-elle. Daniel hocha la tête. « Elle veut que je mette les pilules dans ton verre demain, » dit Annie. « Qu'est-ce qu'on fait » Le visage de Daniel était maintenant calme. Complètement calme. Le calme d'un homme qui avait enfin renoncé à espérer que tout cela ne soit qu'un malentendu. « Demain, dit-il doucement, nous lui donnerons exactement ce qu'elle désire. » Il regarda l'escalier où Victoria avait disparu. « Et demain, ajouta-t-il, elle commettra sa plus grosse erreur. » Le lendemain matin, Daniel eut une impression différente dès qu'il ouvrit les yeux. C'était le genre de sensation qu'on éprouve avant la conclusion d'une affaire importante ou avant l'arrivée d'une tempête. L'air semblait normal. Les gens parlent normalement. Mais sous cette apparente normalité, quelque chose est sur le point de changer. Il s'habilla plus lentement que d'habitude et laissa délibérément sa cravate légèrement desserrée, le col de sa chemise ouvert, comme s'il n'avait pas la force de s'en soucier. En descendant l'escalier, il s'arrêta à mi-chemin et appuya légèrement la main contre le mur, sa respiration s'accélérant volontairement. Victoria était dans la cuisine. Annie se tenait près du comptoir, immobile, comme si elle attendait des instructions. Victoria se retourna en entendant les pas de Daniel. Son visage se crispa aussitôt d'inquiétude. « Tu ne devrais pas te promener comme ça, » dit-elle en s'approchant rapidement de lui. « Tu as l'air pâle. »« Je vais bien, » dit Daniel, tout en veillant à ce que sa voix ne trahisse pas un malaise, mais plutôt un léger vertige. Elle lui prit le bras et le conduisit à la chaise de la table du petit déjeuner. « Assieds-toi, » dit-elle doucement. « Je vais t'apporter quelque chose. » Daniel s'assit lentement. Il sentait le regard d'Annie posé sur lui, attendant un signe, attendant de savoir quoi faire. Victoria se versa un verre de jus d'orange. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit le petit flacon de pilules dont Annie lui avait parlé. Elle l'ouvrit, en fit tomber 2 petites pilules dans sa main et regarda Annie. « Viens ici, » dit doucement Victoria. « Je vais te montrer. Désormais, chaque matin, tu en mettras 2 dans son jus. Elles se dissolvent très vite, il ne s'en apercevra même pas. » Annie s'approcha, le visage impassible, les mains calmes malgré son cœur qui battait la chamade. « Oui, madame, » dit Annie d'une voix douce. Victoria laissa tomber les pilules dans le jus d'orange. Elles pétillèrent légèrement, puis disparurent. « Tu vois, » dit Victoria, « c'est très simple. Ça va l'aider à se détendre. » Daniel observa la scène sans bouger, le visage fatigué, les yeux mi-clos comme un homme qui n'a plus la force de se concentrer. Victoria prit le verre et le posa devant lui. « Bois, » dit-elle doucement. « Ça te fera du bien. » Daniel regarda le verre. Puis il regarda Annie. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Les doigts d'Annie se crispèrent légèrement sur le bord du comptoir. Daniel prit le verre. Il leva le verre à mi-hauteur, puis s'arrêta et regarda Victoria. « Tu peux me rapporter mon téléphone du salon ?» demanda-t-il. « Je crois que je l'ai laissé sur le canapé. » Victoria hésita un instant, puis acquiesça. « Bien sûr, » dit-elle. « Bois pendant que je vais le chercher. » Elle sortit de la cuisine. Dès qu'elle eut disparu dans le couloir, Daniel se leva d'un bond et porta le verre à l'évier. Il vida le jus d'orange dans l'évier, puis remplit à nouveau son verre de jus frais du réfrigérateur. Il se tourna vers Annie. « Tu as vu combien de pilules elle a prises ?»
demanda-t-il à voix basse. 2, dit Annie. Comme elle l'avait dit, Daniel acquiesça. Bien, souviens-toi de ça. Il reposa le verre propre sur la table et se rassit juste au moment où Victoria revenait avec son téléphone. Tiens, dit-elle en le lui tendant. Tu l'as bu. Daniel prit le verre et but le jus frais en 3 gorgées lentes, puis reposa le verre vide. Victoria l'observait attentivement. Bien, dit-elle doucement. Tu te sentiras mieux bientôt. Daniel s'essuya la bouche avec une serviette. Je me sens déjà mieux, dit-il. Et pour la première fois depuis le début, ce n'était pas un mensonge, car ils étaient passés de la suspicion à l'action. À présent, elle tentait activement de l'empoisonner devant un témoin. Cela a tout changé. Plus tard dans l'après-midi, Frank est revenu avec de nouvelles informations. Ils s'assirent de nouveau dans le bureau. La porte se ferma, les voix chuchotèrent. J'ai découvert qui est le propriétaire de Redwood Strategic Consulting, dit Frank. Et Daniel demanda. Frank fit glisser un morceau de papier sur le bureau. Un nom y figurait, Michael Tran. Daniel lut le nom et sentit une boule se former dans sa poitrine. Je le connais, dit-il doucement. Ouais, répondit Frank. Je m'en doutais. Il était l'un de vos associés, n'est-ce pas? Daniel hocha lentement la tête. Il y a 10 ans, dit-il. Nous avons créé une entreprise ensemble. J'ai racheté ses parts lorsque nous avons eu un désaccord sur la direction à prendre. Il voulait de l'argent facile. Je voulais construire quelque chose de durable. Frank croisa les bras. On dirait qu'il veut toujours de l'argent facile. Daniel jeta un nouveau coup d'œil au document. Il connaît mon entreprise. Il en connaît la structure. Les actions. Le conseil d'administration. Les polices d'assurance. Il saurait exactement ce qui se passerait si je mourais. Frank acquiesça. Ce qui signifie tout ça, l'assurance, le mariage, l'empoisonnement. Ce n'est pas seulement son idée. C'est un plan qu'ils ont élaboré ensemble. Daniel se laissa aller en arrière sur sa chaise et fixa le plafond pendant un long moment. 10 ans, dit-il d'une voix calme. Il y a 10 ans, je lui faisais confiance. Maintenant, il complote ma mort avec la femme que j'allais épouser. Frank ne dit rien. Après un long silence, Daniel se redressa. Son visage avait changé. Le choc avait disparu. Il ne restait plus que la concentration. Demain, dit Daniel. Nous enregistrons tout. Frank acquiesça. L'audio. La vidéo. Les deux, répondit Daniel. Je veux la voir filmer la prise des pilules. Je veux entendre sa voix, enregistrer, parler de mon cœur. Du plan. À propos de tout. Je veux quelque chose de tellement clair que, lorsque la police le verra, il n'y aura aucune échappatoire. Frank se pencha légèrement en avant. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Daniel le regarda, le regard froid et déterminé. Elle a décidé de me tuer lentement, dit Daniel. Elle a décidé d'utiliser un enfant pour l'aider. Elle a menacé la mère de cet enfant. Elle comptait prendre tout ce que j'avais construit et faire la fête à mes funérailles. Il marqua une pause, puis dit doucement. Oui, j'en suis sûr. Ce soir-là, Daniel appela Margaret, son avocate, et lui confia une dernière chose. S'il m'arrive quoi que ce soit, dit-il. Il y a un dossier dans mon bureau intitulé « Assurance ». Je veux que vous l'ouvriez immédiatement et que vous l'apportiez à la police. Daniel. Margaret demanda, la voix étranglée par l'inquiétude. À quoi participez-vous exactement? Daniel regarda par la fenêtre le jardin sombre où Victoria se promenait, parlant de nouveau au téléphone, à voix basse. Je suis impliqué, dit-il doucement, dans une tentative de découvrir qui est réellement la personne qui dort dans ma chambre. Après avoir raccroché, il resta longtemps debout près de la fenêtre. À l'étage, Victoria choisissait sans doute des fleurs pour son mariage, essayait des robes, planifiait la musique d'une cérémonie qui n'aurait jamais lieu. En bas, Annie était assise à la petite table de la cuisine, en train de faire ses devoirs, un bouton d'alerte accroché à son porte-clés. Daniel Carter, lui, se tenait au milieu de sa propre maison et prenait conscience d'une chose que la plupart des gens n'auront jamais à comprendre. L'endroit le plus dangereux au monde n'est ni une ruelle sombre ni un quartier malfamé. L'endroit le plus dangereux au monde, c'est une maison où la personne qui cherche à vous tuer sait exactement à quelle heure vous vous réveillez, ce que vous mangez et à quelle heure vous vous couchez. Et le lendemain, il allait s'assurer qu'elle répète tout à voix haute. Ce soir-là, Daniel n'alluma pas la lumière dans son bureau. Il était assis dans le noir, écoutant les bruits discrets de la maison,
et attendait que Franck finisse d'installer les petites caméras. Elles sont minuscules, murmura Franck, debout sur une chaise près de la bibliothèque. Une dans la cuisine, face à la table, une près du comptoir et une dans le couloir. Le son est déjà intégré au système de sécurité. Daniel acquiesça. Assurez-vous que la caméra de la cuisine puisse bien voir les verres, dit-il. Je veux voir les pilules entrer. Franck ajusta légèrement l'angle. Tu es sûr de vouloir faire ça demain? Demanda-t-il. Une fois que ce sera fait devant la caméra, il n'y aura plus de retour en arrière. Daniel se tenait près de la porte, les mains dans les poches, le visage impassible dans l'obscurité. Il n'y avait plus de retour en arrière possible dès l'instant où elle avait écrasé ses pilules dans le beurre, dit-il. Franck descendit de sa chaise. D'accord, dit-il. Demain, nous la laisserons réessayer. Après le départ de Franck par la porte de derrière, Daniel entra lentement dans la cuisine. La maison avait une atmosphère différente, comme un décor de théâtre avant une représentation. Tout était prêt. Il se tenait près de la table où il avait pris son petit déjeuner tous les matins pendant des années. Il passa la main sur le dossier de la chaise, puis regarda le couloir qui menait aux chambres. C'était ma pièce préférée, murmura-t-il. Il eut soudain l'impression d'être pris au piège. Un léger bruit le fit se retourner. Annie se tenait sur le seuil, un verre d'eau à la main. Je l'ai vu tout à l'heure, dit Annie à voix basse. Daniel fronça légèrement les sourcils. Quel homme? Celui à qui elle parle au téléphone, répondit Annie. Il est venu aujourd'hui pendant ton absence. Ils ont discuté dans le jardin. L'expression de Daniel a immédiatement changé. Il t'a vu? Annie secoua la tête. J'étais à l'intérieur. Je les ai entendus par la fenêtre ouverte. Qu'ont-ils dit? Demanda Daniel. Annie essaya de se souvenir. Il a parlé de papier, dit-elle lentement, et de signature. Daniel sentit une colère froide s'installer en lui. Elle a dit quelque chose. Annie acquiesça. Elle a dit que tu étais allé chez le médecin et que celui-ci pense que ton cœur est faible. Elle a dit peut-être encore quelques semaines. Daniel ferma les yeux un bref instant. Encore quelques semaines. Il planifiait sa mort comme une réunion d'affaires. As-tu vu son visage? Demanda Daniel. Oui. Annie dit. Il est grand, il a les cheveux gris. Il a l'air important. Il n'avait pas peur du tout. Il riait. Daniel hocha lentement la tête. Je sais qui il est, dit-il. Et c'est bien. Cela signifie que nous les connaissons tous les deux maintenant. Annie entra dans la cuisine. Ils vont réessayer demain? Demanda-t-elle. Oui. Oui, répondit Daniel. Et demain, nous allons nous assurer d'avoir tout ce qu'il nous faut. Le lendemain matin, Daniel s'assura que tout se déroule exactement comme Victoria l'avait prévu. Il ralentit le pas. Il toussa une fois. Il se tint même à la rampe en descendant les escaliers. Victoria était déjà dans la cuisine. Et lorsqu'elle le vit, son visage s'emplit de cette même inquiétude prudente. Tu devrais encore être au lit, dit-elle. Tu as mauvaise mine aujourd'hui. Je n'ai pas dormi, dit Daniel, ce qui était vrai. J'avais une sensation d'oppression dans la poitrine. Victoria s'approcha et lui toucha doucement le bras. Assieds-toi, dit-elle. Je vais te chercher du jus. Annie se tenait près du comptoir, très silencieuse, observant la scène. Victoria versa du jus d'orange dans un verre, puis sortit de nouveau le petit flacon de pilules de son sac à main. Cette fois, elle ne chercha même pas à le dissimuler. Elle ouvrit le flacon, versa 2 pilules dans sa main et regarda Annie. Vas-y, dit Victoria. Fais-le aujourd'hui. Annie resta figée une fraction de seconde, puis hocha la tête. D'une main tremblante, elle prit les pilules et les laissa tomber dans le jus. Elles se dissoutirent rapidement, comme la veille. Bien, dit Victoria. Vous voyez, c'est très simple. Voilà comment nous l'aidons. Daniel était assis à table, le regard absent, comme un homme épuisé qui n'avait plus la force de se concentrer. Mais intérieurement, chaque seconde était d'une clarté et d'une précision saisissantes. Victoria prit le verre et le posa devant lui. Bois, dit-elle doucement. Daniel prit le verre, mais cette fois, il ne but pas immédiatement. Il leva plutôt les yeux vers Victoria. Assieds-toi avec moi, dit-il. Je ne veux pas rester seul. Victoria sourit et s'assit en face de lui. Daniel tenait le verre à la main et contempla longuement le liquide orange. Puis il dit à voix basse, « Vous savez, dit-il, quand ma première entreprise a failli faire faillite,
Je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Victoria ne répondit pas. Elle fixait le miroir. Mais je me suis trompée, poursuivit Daniel. Perdre de l'argent n'est pas le pire qui puisse arriver à un homme. Il leva les yeux vers elle. Le pire, dit-il, c'est de se rendre compte que la personne assise en face de vous n'est pas celle que vous croyez. Les yeux de Victoria s'agitèrent légèrement. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle prudemment. Daniel soutint son regard une seconde de plus. Il esquissa un sourire et leva son verre. Rien, dit-il. Je suis juste fatigué. Puis il but. Il vida son verre lentement, sous le regard de Victoria. Une fois terminé, il posa le verre vide sur la table et se laissa aller dans son fauteuil, fermant les yeux un instant, comme un homme épuisé. Victoria l'observait attentivement. « Tu te sens bien ? Demanda-t-elle. Daniel hocha lentement la tête. « Je suis juste fatigué, » dit-il. « Je crois que je vais m'allonger. »« Je vais t'aider à monter, » dit-elle rapidement. Daniel se leva. Mais ce faisant, il vacilla légèrement, volontairement. Victoria passa aussitôt son bras autour de lui pour le soutenir tandis qu'il se dirigeait vers l'escalier. Derrière elle, Annie se tenait dans la cuisine, le cœur battant la chamade, les mains glacées. Elle savait quelque chose que Victoria ignorait. Le verre dans lequel Daniel venait de boire n'était pas celui qui contenait les pilules. Quand Victoria se retourna pour prendre une serviette, Daniel avait interverti les verres. À l'étage, Victoria aida Daniel à s'allonger sur le lit. « Tu devrais te reposer, » dit-elle doucement. « Je repasserai te voir plus tard. » Daniel ferma les yeux et hocha la tête, l'air trop faible pour protester. Victoria resta quelques secondes près du lit, l'observant, attendant de voir si les pilules commençaient à faire effet. Daniel ralentit sa respiration, la rendant plus profonde, plus lourde, comme quelqu'un qui s'endort profondément. Au bout d'une minute, Victoria sourit. Elle se pencha, l'embrassa doucement sur le front et murmura. « Ça va bientôt être fini. » Puis elle se retourna et sortit de la pièce, refermant doucement la porte derrière elle. Dès que la porte se referma, Daniel ouvrit les yeux. Il fixa le plafond un long moment, écoutant le bruit de ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis il parla tout doucement à la pièce vide. « Oui, » dit-il. « Ça le fera. » Daniel resta immobile pendant 5 bonnes minutes après le départ de Victoria. Allongé sur le dos, les yeux mi-clos, la respiration lente et profonde, il écoutait les bruits de la maison. Il entendit ses pas dans le couloir, puis l'escalier, puis le faible bruit de la vaisselle dans la cuisine. Elle était calme, posée, confiante. Elle pensait que ça fonctionnait. Daniel ouvrit lentement les yeux et fixa le plafond. Il n'y avait plus aucune panique en lui. Plus aucune peur. Juste une concentration froide et lucide. Il se redressa prudemment et ouvrit le tiroir de sa table de chevet, en sortant un petit appareil que Franck lui avait donné la veille. Cela ressemblait à une simple télécommande, mais lorsqu'il appuya sur le bouton, cela activa le système d'enregistrement audio installé dans la cuisine et le couloir. Si Victoria disait quoi que ce soit maintenant, il l'aurait. Daniel se leva lentement et se dirigea vers la porte de la chambre, l'entr'ouvrant juste assez pour laisser un petit espace. Puis il se recoucha sur le lit, mais garda les yeux ouverts, suivant du regard la ligne de lumière provenant du couloir. En bas, Annie était dans la cuisine lorsque Victoria entra. « Il dort ?» demanda Victoria. « Je crois bien, » répondit Annie à voix basse. Il avait l'air très fatigué. Victoria hocha la tête et se dirigea vers le comptoir. Annie la regarda sortir à nouveau le flacon de pilules et le poser sur la table. « Tu as été très courageuse ce matin, » dit Victoria. « Tu vois comme c'est facile ? Tu l'aides à se reposer. Tu l'aides à soulager sa douleur. » Annie ne répondit pas. Victoria s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, et regarda l'escalier comme si elle pouvait voir à travers le plafond. « Ce ne sera plus long, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Encore quelques jours, peut-être une semaine. Son cœur est déjà faible. Le médecin l'a confirmé, n'est-ce pas ? » Annie se souvenait de ce que Daniel lui avait dit. « Comporte-toi normalement. Laisse-la parler. »« Oui, madame, » répondit doucement Annie. « Il a dit qu'il avait mal à la poitrine. » Victoria a esquissé un sourire. « Tant mieux, » a-t-elle dit. « Ça veut dire que ça marche. » Les mots planaient dans l'air, froids et odieux. Annie sentit ses mains trembler, mais elle garda les yeux rivés au sol pour que Victoria ne voie pas son visage. « Et après ?» demanda Annie d'une voix douce, comme une enfant posant une question innocente.
Victoria la regarda et l'observa un instant, comme si elle hésitait sur les mots à employer. Après, répéta-t-elle, puis elle sourit, mais son sourire n'était plus bienveillant. Après, tout change. Elle fit lentement le tour de la cuisine, parlant d'une voix calme et pensive. Cette maison sera à moi, dit-elle. Je contrôlerai l'entreprise jusqu'au transfert complet. Il y a des actions, des comptes, des biens immobiliers, et une somme d'argent inimaginable. Votre mère n'aura plus jamais à frotter un sol de sa vie. Et toi, dit-elle en regardant Annie. Tu iras dans une école privée, tu auras de beaux vêtements, une vie différente. Annie déglutit. Et, monsieur Daniel? Demanda-t-elle doucement. Victoria leva de nouveau les yeux vers le plafond, en direction de la chambre à l'étage. Il est fatigué, dit-elle doucement. Les hommes comme lui travaillent trop. Le stress tue des gens comme lui chaque jour. Ce sera triste, bien sûr. Très triste. Elle posa une main sur son cœur, faisant semblant. Mais la vie continue. À l'étage, Daniel était allongé sur le lit, écoutant chaque mot grâce à la petite oreillette reliée au système d'enregistrement. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis le début, la colère qu'il ressentait était si forte qu'il dut se forcer à détendre ses mains. En bas, Victoria était assise à la table de la cuisine et prit son téléphone. « Je dois passer un coup de fil, » dit-elle. « Si on me pose la question, je ne suis pas là. »« Oui, madame, » répondit Annie. Victoria composa un numéro et se détourna légèrement. Mais sa voix était encore suffisamment claire pour les microphones. « C'est moi, » dit-elle. « Il l'a bu ce matin. La jeune fille fait exactement ce qu'il nous faut. » Il s'affaiblit. Une voix d'homme répondit à l'autre bout du fil, faible mais audible. « Combien de temps encore ? » « Bientôt, » dit Victoria. « Il a failli s'évanouir ce matin. Encore quelques doses et nous n'aurons plus longtemps à attendre. »« Et les documents ? » demanda l'homme. « J'y travaille, » a déclaré Victoria. « Il parle déjà de modifier les documents administratifs en raison de son état de santé. Je m'assurerai d'avoir la situation en main avant que quoi que ce soit ne se produise. »« Tu ferais mieux, » répondit l'homme. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour tout perdre. »« Nous ne le perdrons pas, » dit Victoria. « Une fois qu'il sera parti, la société sera sous mon contrôle. Ensuite, on transférera les actions, on vendra ce dont on a besoin, et ce sera réglé. »« Et le gamin ? » demanda l'homme. Il y eut un bref silence. Victoria jeta un coup d'œil à Annie, qui se tenait près de l'évier, dos tourné. « Cette gamine aime l'argent, » dit Victoria à voix basse. « Et sa mère a besoin de ce travail. Ils ne poseront aucun problème. » À l'étage, Daniel rouvrit les yeux et fixa le plafond. Le gamin aime l'argent. Il a failli rire, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. En bas, Victoria a raccroché et s'est levée. Elle s'approcha d'Annie et posa légèrement la main sur l'épaule de la jeune fille. « Tu fais bien, » dit-elle. « N'oublie pas ça. Tu l'aides. Et tu aides ta mère. » Annie hocha la tête, sans se retourner. Victoria prit son sac à main et se dirigea vers l'escalier. « Je vais voir comment il va. » Elle dit cela. À l'étage, Daniel ferma de nouveau les yeux et ralentit sa respiration juste avant que la porte de la chambre ne s'ouvre. Victoria entra silencieusement et se tint près du lit, le regardant. Elle observait son visage. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, son bras relâché sur la couverture. Elle tendit la main et lui caressa doucement le front, comme une fiancée amoureuse. « Tu aurais dû m'épouser et me faire confiance, » murmura-t-elle doucement. « Cela aurait été plus simple pour toi. » Daniel ne bougea pas, ne réagit pas, n'ouvrit pas les yeux. Après un instant, Victoria sourit, se retourna et sortit de la pièce en refermant doucement la porte derrière elle. Dès qu'elle fut partie, Daniel ouvrit les yeux et se redressa. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet et appuya sur un bouton. Franck répondit aussitôt. « Vous avez compris ? » demanda-t-il. « On a tout compris, » dit Daniel à voix basse. La vidéo, l'audio, sa voix, le plan, le mobile, tout. Un bref silence suivit. « Que veux-tu faire maintenant ? » demanda Franck. Daniel se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la propriété qu'il avait bâtie en y consacrant la moitié de sa vie. « Demain soir, » dit-il d'une voix calme et définitive, « nous en mettrons fin. » Le lendemain s'écoula lentement, comme si le temps lui-même s'attardait. Daniel resta au lit plus longtemps que d'habitude, veillant à ce que la représentation se poursuive.
Lorsqu'il descendit enfin, tard dans la matinée, il marchait comme un homme qui n'avait pas dormi, une main posée de temps à autre sur sa poitrine, la respiration légèrement plus forte que d'ordinaire. Victoria le remarqua immédiatement. « Tu ne devrais pas être levé, » dit-elle en s'approchant rapidement de lui. « Tu as mauvaise mine aujourd'hui. »« Je me sens plus mal, » dit Daniel à voix basse. « Le médecin a appelé ce matin. Il veut faire d'autres examens. Il a dit que mon rythme cardiaque était irrégulier. » Le visage de Victoria s'est empli d'une inquiétude parfaite. Mais ses yeux brillaient d'autre chose. Quelque chose de vif et appétissant. « Ça a l'air sérieux, » dit-elle doucement. Daniel hocha la tête et s'assit lentement à table. « J'y ai réfléchi, » dit-il. « S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas que les choses se compliquent. » Victoria ne dit rien, mais elle s'assit en face de lui, l'écoutant maintenant avec une grande attention. « J'ai tout bâti à partir de rien, » poursuivit Daniel. « L'entreprise, les investissements, la fondation, tout. Si je meurs subitement, le conseil d'administration paniquera, les avocats se disputeront, l'État gèlera les comptes jusqu'à ce que le testament soit clair. Ce sera le chaos. » Victoria se pencha légèrement en avant. « On va s'en occuper, » dit-elle doucement. « Tu ne seras pas seule dans cette épreuve, » dit Daniel en la regardant. « C'est de cela que je voulais te parler, » ajouta-t-il. « Je veux que tu sois protégée. S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas que tu te disputes avec des avocats et des membres du conseil d'administration. » Le cœur de Victoria battait la chamade, mais elle garda son calme. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire, » répondit lentement Daniel, « que ce soir, je veux que toi et une autre personne veniez dîner. Quelqu'un qui s'y connaît en affaires. Quelqu'un qui peut vous aider si je ne suis pas là. » Victoria pensa immédiatement à une personne, Michael Tran. Elle s'efforça de ne pas réagir trop vite. « À qui pensiez-vous ? » demanda-t-elle prudemment. Daniel haussa légèrement les épaules. « Je pensais à Michael Tran, » dit-il. « Nous avions nos divergences, mais il connaissait bien l'entreprise. Si jamais vous aviez besoin de conseils, il saurait quoi faire. » Pendant une fraction de seconde, Victoria oublia de respirer. Daniel l'observait attentivement. Il perçut la surprise, le calcul, l'excitation qu'elle tentait de dissimuler. « C'est une excellente idée, » dit-elle lentement. « Je peux l'appeler. »« Bien, » dit Daniel. « Invite-le à dîner ce soir, à 19h. » Victoria acquiesça. « Je l'appelle tout de suite. » Elle se leva et se dirigea rapidement vers le couloir, son téléphone déjà sorti de son sac. Daniel était assis à table, le visage impassible, mais intérieurement, tout se mettait en place. De l'autre côté de la cuisine, Annie restait immobile, l'observant. « Ce soir, » murmura-t-elle une fois Victoria sortie de la pièce. Daniel hocha la tête. « Ce soir » répéta-t-il doucement. « Ça se termine ce soir. »« Tu as peur ?» demanda Annie. Daniel y réfléchit un instant. « Non, » dit-il. « Pas effrayé, juste déçu. » Cet après-midi-là, la maison fut nettoyée avec plus de soin que d'habitude. Victoria avait demandé à la mère d'Annie de préparer un bon steak, des légumes rôtis, de la salade et du vin. Elle avait même mis la vaisselle la plus précieuse, celle qu'on ne réservait qu'aux invités de marque. On aurait dit une fête. À 18h58 ce soir-là, une voiture noire s'est garée dans l'allée. Annie était dans le couloir quand la sonnette a retenti. Elle a ouvert la porte et a vu un homme grand, d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et portant un manteau de marque. Il sourit en la voyant. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. « Bonsoir, » dit-il. « Monsieur Carter est-il là ? » « Oui, monsieur, » répondit Annie d'une voix douce. « Entrez, je vous prie. » Michael Tran pénétra dans la maison avec l'assurance d'en être déjà chez lui. Victoria descendit les escaliers un instant plus tard, vêtue avec élégance et arborant un large sourire. « Michael, » dit-elle chaleureusement, « merci d'être venu. »« Bien sûr, » répondit Michael. « Quand tu as dit que c'était important, ça m'a intrigué. » Daniel entra lentement dans la pièce, comme s'il était fatigué, et tendit la main. « Michael, » dit-il. « Ça fait longtemps ?» dit Michael en lui serrant la main. « Trop longtemps ?» ajouta-t-il. « Tu n'as pas l'air bien, Daniel. » Daniel esquissa un sourire. « Je ne me sens pas bien, » répondit-il. « C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai invité. » Ils s'assirent à table. Victoria servit du vin. Le dîner fut servi. De l'extérieur,
On aurait dit 3 adultes aisés savourant un dîner discret et élégant. Mais sous la table, Daniel sentait le petit enregistreur scotché sous le bois. Dans le salon, Franck et 2 policiers, silencieux, suivaient les images en direct des caméras de la cuisine et de la salle à manger sur un ordinateur portable. Le dîner dura une vingtaine de minutes avant que Daniel ne pose sa fourchette et ne regarde Michael. « Je vais être direct, » dit Daniel. « Je ne suis pas en bonne santé. Les médecins s'inquiètent pour mon cœur. S'il m'arrive quelque chose, Victoria se retrouvera seule et la situation de l'entreprise sera compliquée. » Michael hocha lentement la tête. « Je suis désolé d'apprendre cela, » dit-il, sans toutefois en avoir l'air. « Je veux que vous l'aidiez, » poursuivit Daniel. « Je veux que vous l'aidiez à gérer tout cela. Les actions, les comptes, la transition. » Victoria baissa les yeux, feignant l'émotion. Michael prit une gorgée de vin. « C'est une lourde responsabilité, » dit-il. « Pourquoi moi ?» Daniel le regarda longuement, puis dit doucement. « Parce que si je meurs, je sais que toi et Victoria saurez déjà quoi faire. Vous le prévoyez depuis des mois. » Un silence complet s'installa dans la pièce. Victoria releva brusquement la tête. La main de Michael se figea autour de son verre de vin. Daniel se laissa aller en arrière sur sa chaise et les regarda tous les deux. Ses yeux n'étaient plus fatigués, plus faibles. « Je sais pour le beurre, » dit-il calmement. « Je sais pour les pilules. Je suis au courant de la police d'assurance. Je suis au courant des services de conseil stratégique de Redwood. Et je suis au courant des appels téléphoniques dans le jardin. » Victoria pâlit. Michael posa lentement son verre de vin. « Daniel, » dit-il prudemment. « Tu as l'air très confus. » Daniel appuya sur une petite télécommande qu'il tenait à la main. Dans le salon, Franck fit un signe de tête au policier. La voix de Victoria résonna soudain dans la salle à manger, diffusée par les haut-parleurs. « Il l'a bu ce matin. La jeune fille fait exactement ce qu'il nous faut. Il s'affaiblit. Encore quelques doses et nous n'aurons plus longtemps à attendre. » Victoria fixait l'orateur, le visage figé par l'horreur. Puis la voix enregistrée de Michael a retenti. « Une fois qu'il sera parti, la société sera sous votre contrôle. Ensuite, nous transférons les actions, vendrons ce dont nous avons besoin, et ce sera terminé. » L'enregistrement s'arrêta. Pendant un long moment, personne ne bougea. Daniel les regarda tous les deux et dit doucement. Le dîner était terminé. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Franck entra accompagné de 2 policiers. Victoria se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « Daniel, je peux expliquer. » « Non, » répondit calmement Daniel. « C'est toi qui peux leur expliquer. » Les policiers s'avancèrent. « Victoria Lagne, Michael Tran, » dit l'un d'eux. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et tentative d'empoisonnement. » Victoria regarda Annie, qui se tenait dans le couloir, petite et silencieuse, observant tout. « C'est toi ?» murmura Victoria d'une voix pleine de haine. « Espèce d'idiote. Tu as tout gâché. » Annie ne bougea pas. Elle ne détourna pas le regard. Daniel s'interposa entre eux. « Non, » dit-il doucement. « Vous avez tout gâché. Au moment même où tu as cru pouvoir acheter le silence d'un enfant et empoisonner un homme à sa propre table de petit déjeuner, tu as tout gâché. » Après l'intervention du policier, un instant, personne ne bougea. Victoria restait figée près de la table, le visage pâle, les yeux écarquillés, comme si elle refusait d'admettre ce qui se passait. Michael Tran, en revanche, n'a pas paru longtemps sous le choc. Les hommes comme lui se remettent vite. Ils ont toujours cru qu'il y avait une issue s'ils parvenaient à dialoguer suffisamment longtemps. « C'est un malentendu, » dit Michael en se levant lentement et en levant légèrement les mains, comme pour apaiser les tensions lors d'une négociation commerciale. « Messieurs les agents, je crois qu'il faut se calmer. Personne ici ne cherche à faire du mal à qui que ce soit. » Un des agents s'avança. « Monsieur, veuillez mettre vos mains de façon à ce que je puisse les voir. » Michael esquissa un sourire forcé. « Bien sûr, » a-t-il dit. « Je dis juste ça. C'est une conversation privée qui est sortie de son contexte. » Victoria retrouva soudain sa voix. « Daniel, je t'en prie, » dit-elle, son ton passant instantanément de froid à désespéré. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que vous croyez. J'essayais de vous aider. Le médicament était censé soulager votre cœur. » Daniel la regarda longuement, et il y avait dans ses yeux une sorte de tristesse, et non plus de colère. « Tu réduisais les bêta-bloquants en purée, » dit-il doucement, sans me le dire,
sans ordonnance, sans médecin. Et tu as dit à ton associé au téléphone que quelques doses de plus et je serais mort. Victoria secoua rapidement la tête. Non, j'ai dit que tu te reposerais. Tu déformes mes propos. À ce moment-là, Franck entra dans la salle à manger et posa un petit enregistreur sur la table. Il appuya sur un bouton. La voix de Victoria emplit à nouveau la pièce, claire et sans équivoque. Son cœur est déjà faible. Encore quelques doses et nous n'aurons plus longtemps à attendre. Puis la voix de Michael. Une fois qu'il sera parti, la société sera sous votre contrôle. Ensuite, nous transférerons les actions, vendrons ce dont nous avons besoin, et ce sera terminé. Franck a éteint l'enregistreur. Le silence qui suivit fut pesant et définitif. Un des agents se plaça derrière Michael et commença à lui passer les menottes. Michael Tran, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et fraude financière. Michael ne résista pas, mais son regard se porta sur Daniel. Tu crois avoir gagné? Dit-il d'une voix calme. Tu crois que ça te rend intelligent? Daniel ne répondit pas. L'autre agent s'est approché de Victoria. Victoria Lagne, veuillez vous retourner et mettre vos mains derrière votre dos. Victoria n'a pas bougé. Elle fixait Daniel, les yeux maintenant remplis de larmes. Daniel, murmura-t-elle. Je t'en prie, je t'aimais. Oui, je l'ai fait. Tu dois me croire. Je ne t'aurais jamais laissé mourir. Daniel la regarda et parla très calmement. Tu planifiais ma mort tout en choisissant les fleurs de mon mariage, dit-il. Tu discutais de mes funérailles comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Des larmes coulaient sur le visage de Victoria, mais sa voix se durcit soudain. Tu étais un homme solitaire avec trop d'argent, dit-elle. Tu sais à quel point j'étais facile à duper. Des galas de charité, des histoires tristes, faire semblant de comprendre tes longues nuits et ton stress. Vous vouliez qu'on vous admire. Je viens de vous donner ce que vous vouliez. L'agent s'approcha. Madame, retournez-vous. Victoria se retourna lentement et laissa l'agent lui passer les menottes, mais elle garda les yeux fixés sur Daniel. Vous vous croyez supérieur à tout le monde, dit-elle froidement. Mais vous êtes comme tous les autres riches. Vous pensez que l'argent vous met à l'abri. Ce n'est pas le cas. Ça ne fait que vous exposer. Alors que les policiers conduisaient Michael et Victoria vers la porte, Victoria tourna brusquement la tête vers Annie, qui se tenait dans le couloir, petite et silencieuse, observant la scène. C'est de ta faute, lança Victoria sèchement. Sais-tu ce que tu as fait? Sais-tu combien d'argent tu viens de gaspiller? Ta mère et toi auriez pu avoir une vie complètement différente. Annie ne bougea pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle restait là, les mains le long du corps, regardant Victoria avec un calme inhabituel pour une enfant. Ma mère dit, murmura Annie, que l'argent gagné en faisant souffrir les autres n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Victoria la fixa, le visage déformé par la colère. Espèce d'idiote, s'écria-t-elle. Tu as choisi la loyauté plutôt que l'argent. C'est pour ça que les gens comme toi restent pauvres. Avant qu'Annie puisse répondre, Daniel prit la parole. Non, dit-il calmement. C'est à cause de gens comme vous que le monde a besoin de loyauté. Victoria le regarda une dernière fois, mais cette fois, il n'y avait plus ni charme, ni gentillesse, ni feinte, seulement de la colère et une sorte de haine. Les policiers l'ont ensuite fait sortir de la maison. La porte d'entrée s'est refermée et aussitôt, le silence est retombé. Mais cette fois, c'était un silence différent. Non pas le silence des secrets, des poisons et des mensonges, mais le silence d'une faim. Daniel resta longtemps immobile au milieu de la salle à manger. La table était encore dressée, 3 verres à vin, des assiettes à moitié vides, un dîner qui avait commencé comme une fête et s'était terminé comme un procès. Franck retourna dans la pièce et regarda Daniel. « Tu as bien fait, » dit-il. Daniel hocha lentement la tête. « Je sais, » dit-il. Mais il n'avait pas l'air d'un homme qui avait le sentiment d'avoir gagné. Après un moment, il entra dans le couloir où Annie se tenait toujours. « C'est fini, » dit-il doucement. Annie regarda la porte par laquelle la police avait emmené Victoria. « Va-t-elle en prison ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Daniel. Elle et Michael le sont tous les deux. Annie resta silencieuse un instant. « Tu es triste ?» demanda-t-elle. Daniel réfléchit longuement avant de répondre. « Oui, » dit-il. « Mais pas parce qu'elle est partie. Je suis triste parce que je n'ai pas su qui elle était vraiment. Je suis triste parce que j'ai failli confier ma vie à la mauvaise personne. » Il baissa les yeux vers Annie.
Mais je suis aussi reconnaissant, dit-il. Parce que quelqu'un dans cette maison a dit la vérité au moment crucial. Annie baissa les yeux. J'avais peur, dit-elle. Je sais, répondit Daniel. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie simplement faire ce qu'il faut même lorsqu'on a peur. À ce moment-là, la mère d'Annie entra dans le couloir, confuse et inquiète en voyant les voitures de police dehors. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Tout va bien? Daniel la regarda et répondit doucement. Tout va bien maintenant. Et je crois qu'il est temps de parler d'un avenir meilleur pour vous et votre fille. Un avenir où personne n'aura à mentir, à se cacher, ni à avoir peur. Il parcourut la maison du regard, les murs, l'escalier, la salle à manger, la cuisine. Et pour la première fois depuis des semaines, il se sentit de nouveau chez lui. Non pas parce qu'il en était propriétaire, mais parce que ceux qui voulaient sa mort avaient enfin disparu. La maison semblait étrange le lendemain matin des arrestations. Non pas que quoi que ce soit ait changé matériellement. La même lumière du soleil filtrait par les fenêtres. La même machine à café ronronnait dans la cuisine. La même longue allée s'étendait au-delà du portail. Mais quelque chose d'invisible s'était soulevé des murs, comme une tempête passée pendant la nuit. Daniel se réveilla tôt et descendit. Pour la première fois depuis des jours, il avait faim. Il resta un long moment dans la cuisine, observant la table, le plan de travail, le réfrigérateur, des objets du quotidien presque devenus des armes. Il ouvrit le réfrigérateur, prit des œufs et commença à préparer le petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, Annie entra dans la cuisine et s'arrêta net en le voyant au fourneau. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle, surprise. Daniel esquissa un sourire. « Je me suis rendu compte de quelque chose, » dit-il. « Je crois que je ne mangerai plus jamais de beurre de ma vie, alors il faut que j'apprenne à cuisiner autre chose. » Annie esquissa un sourire. Il disposa des œufs brouillés et des tranches de pain grillé sur 2 assiettes et les posa sur la table. « Assieds-toi, » dit-il. « Tu devrais manger avant l'école. » Annie s'assit tranquillement. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. « C'est vraiment fini ?» finit par demander Annie. Daniel acquiesça. « Oui, » dit-il. « C'est fini. »« Elle ne reviendra pas ?» demanda Annie. « Non, » dit Daniel. « Elle ne reviendra pas ?» Annie baissa les yeux sur son assiette. « La maison est différente, » dit-elle. « Elle est différente, » répondit Daniel. « Parce que maintenant, ici, plus personne ne fait semblant. » Après le petit déjeuner, Daniel invita Annie et sa mère à s'asseoir avec lui au salon. La mère d'Annie semblait nerveuse, comme quelqu'un qui s'attend à de mauvaises nouvelles chaque fois qu'un homme riche demande à lui parler. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle aussitôt. « Si c'est parce qu'Annie était dans la cuisine ou qu'elle parlait trop, je suis vraiment désolée. Nous pouvons partir si vous voulez. Je ne veux pas d'ennui. » Daniel secoua la tête. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il. « S'il y a bien une chose que vous et Annie avez faite, c'est que vous avez fait plus de bien que la plupart des gens que je connais. » Elles le regardèrent toutes les deux, perplexes. Daniel s'assit en face d'elle. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que la réussite consistait à travailler plus dur que les autres, dit-il, et c'est peut-être vrai. Mais ces dernières semaines m'ont appris autre chose. » Il regarda Annie. « Peu importe votre réussite si vous faites confiance aux mauvaises personnes, dit-il. Et peu importe votre pauvreté si vous avez le courage de dire la vérité. » La mère d'Annie posa la main sur son épaule, sans bien comprendre ce qui se passait, mais sentant que cette conversation était importante. « J'ai parlé à mon avocat ce matin, » poursuivit Daniel, « et j'ai pris certaines décisions. » La mère d'Annie parut aussitôt de nouveau inquiète. « Si vous voulez que nous partions, nous comprenons, » dit-elle rapidement. « Laisse-nous juste un peu de temps pour trouver un autre logement. Je peux trouver un autre travail. »« Je ne veux pas que tu partes, » dit doucement Daniel. « Je veux que tu déménages dans un meilleur endroit. » Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Je suis désolée, je ne le veux pas. Je t'achète une maison, » dit simplement Daniel. « Pas une grande maison, mais une belle maison, dans un quartier sûr, près d'une bonne école. » La mère d'Annie le regarda, incrédule. « Monsieur, nous ne pouvons pas accepter cela, » dit-elle. « C'est inadmissible, » répondit Daniel en secouant la tête. « Non, » dit-il. « Ce n'est pas grand-chose. Une maison, c'est juste de l'argent, et j'en ai. Ce que vous m'avez offert, Annie et vous, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu acheter. » Il regarda de nouveau Annie. «
Tu as dit la vérité alors qu'il aurait été plus facile de te taire, dit-il. Tu as refusé de l'argent quand toi et ta mère en aviez besoin. Tu m'as protégé alors que tu n'y étais pas obligé. Je ne l'oublierai jamais. Annie baissa les yeux, gênée par toute cette attention. Je mets aussi en place un fonds d'études pour Annie, poursuivit Daniel. Pour l'école, les études supérieures, tout ce qu'elle voudra faire plus tard. Tout sera pris en charge. Les yeux de la mère d'Annie s'emplirent de larmes. Elle essaya de parler, mais sa voix tremblait. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, répondit Daniel. Promets-moi juste une chose. Laquelle? Demanda-t-elle. Promets-moi d'arrêter de dire à Annie que les riches sont toujours plus intelligents qu'elle, répondit Daniel. Parce que c'est faux. J'ai rencontré beaucoup de gens riches qui étaient très stupides. Et j'ai rencontré quelques personnes sans le sou, qui étaient les plus courageuses que j'ai jamais connues. Annie leva les yeux vers lui. Ma mère dit que les riches n'écoutent pas les gens comme nous, dit-elle. Daniel réfléchit un instant. Certains ne le font pas, a-t-il dit. Mais ils devraient. Car parfois, la seule personne qui dit la vérité est celle qui n'a rien à gagner à mentir. Un long silence s'installa dans la pièce. Monsieur, demanda prudemment la mère d'Annie, pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Daniel contempla le salon, les tableaux, les livres, les grandes fenêtres, la vie qu'il s'était construite. Parce qu'il y a quelques semaines, dit-il lentement, j'ai failli mourir pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Puis il regarda Annie. Et je suis en vie parce qu'une personne a décidé que faire ce qui est juste était plus important que d'être riche. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la longue allée. On croit souvent que la justice se rend toujours dans les tribunaux, a-t-il déclaré. Mais parfois, elle est bien plus discrète. Parfois, il s'agit simplement de veiller à la sécurité des personnes honnêtes et d'empêcher les personnes mal intentionnées de nuire à autrui. Derrière lui, Annie et sa mère restaient assises en silence, réalisant que leur vie venait de basculer d'une manière inattendue. Daniel Carter, lui, se tenait près de la fenêtre de sa maison, comprenant soudain quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment saisi auparavant. Le succès ne se mesure pas à l'argent que l'on gagne. On le mesure à qui dirait la vérité pour vous sauver la vie, quand tous les autres sont payés pour se taire. 3 mois plus tard, Daniel Carter se tenait devant une grande fenêtre dans un autre immeuble, contemplant une rue pleine de gens qui ignoraient à quel point il avait frôlé la mort dans sa propre cuisine. La vie avait repris son cours, en apparence normale. L'entreprise était stable, le conseil d'administration serein, les avocats avaient terminé leur travail, Michael Tran et Victoria Lann étaient tous deux en prison, en attente de leur procès, leurs noms figurant dans les journaux et les revues économiques, associés à des termes tels que complot, fraude et tentative de meurtre. Mais pour Daniel, la normalité n'avait plus la même signification. Ses matins étaient différents désormais. Il ne prenait plus son petit déjeuner à la hâte en lisant ses courriels sur les marchés et les acquisitions. Il ne laissait plus personne d'autre préparer ses repas. Il ne croyait plus que le danger venait de ses concurrents ou d'inconnus. Il avait désormais compris que les ennemis les plus dangereux étaient ceux qui connaissaient ses habitudes, ses routines, ses préférences en matière de café et ses moments de fatigue. Désormais, il s'intéressait aux personnes, et non plus seulement aux chiffres. Cet après-midi-là, Daniel quitta son bureau plus tôt que d'habitude et se rendit en voiture dans un quartier tranquille, à une vingtaine de minutes de chez lui. Les maisons étaient petites mais bien entretenues, avec des arbres dans les jardins et des vélos sur les trottoirs. Il se gara devant une petite maison blanche à la porte bleue. Annie ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'avait observé par la fenêtre. « Tu es en avance, » dit-elle. Daniel sourit. « Je t'avais dit que je viendrais voir ton nouvel appartement, non. » Il entra. La maison sentait la peinture fraîche et un plat qui mijotait dans la cuisine. La mère d'Annie sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec une serviette, l'air encore un peu désemparé à l'idée de vivre chez elle. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ce chemin, » dit-elle. « J'en avais envie, » répondit Daniel. Il regarda autour de lui. « Ça a l'air bien. » « C'est paisible. » Annie acquiesça. « C'est calme la nuit, » dit-elle. « Ce n'est plus comme l'ancien appartement. Et maman ne rentre plus aussi fatiguée. » La mère d'Annie esquissa un sourire. « Je travaille toujours, » dit-elle. « Mais pas à 3 emplois. » Daniel s'assit à la petite table de la salle à manger. Ce n'était en rien comparable à la grande table de sa maison. Mais il semblait plus à l'aise ici qu'à sa propre table depuis longtemps. « Comment se passe l'école » demanda-t-il à Annie. « Difficile. »
a-t-elle dit honnêtement. Mais bien. Les professeurs sont gentils. Ils ont dit que si je continue à lire comme ça, je peux sauter une classe. Daniel a acquiescé. Ça ne m'étonne pas. Il y eut un court silence. Un silence agréable. Monsieur, dit Annie au bout d'un moment. As-tu encore peur en prenant ton petit déjeuner? Daniel réfléchit longuement avant de répondre. Pas peur, dit-il. Mais je fais attention maintenant. Je pense à ceux qui sont assis à table avec moi. Cela compte plus que ce qu'il y a sur la table. Annie semblait y réfléchir longuement. Franck dit que le procès risque de prendre beaucoup de temps, poursuivit Daniel. Les avocats, les tribunaux, tout cela prend du temps. Mais ils ne pourront faire de mal à personne avant longtemps. Annie hocha la tête. Maman dit que tu nous as sauvés, dit-elle. Daniel secoua la tête. Non, dit-il. Ce n'est pas vrai. Il regarda Annie. Tu m'as sauvé, dit-il. Je n'ai fait qu'écouter. Annie baissa les yeux, un peu gênée. J'ai failli ne rien te dire, admit-elle à voix basse. J'avais vraiment peur. L'argent qu'elle m'a donné, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Pendant une minute, j'ai songé à me taire. Daniel hocha lentement la tête. C'est ce qui rend ce que tu as fait important, dit-il. Si bien agir était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas facile. Parfois, bien agir a un prix. Il marqua une pause, puis ajouta. Mais faire le mal, c'est perdre son identité. La mère d'Annie s'assit à table avec eux. J'essaie de lui apprendre ça, dit-elle doucement. Mais parfois, le monde vous donne l'impression qu'être honnête, c'est juste une autre façon de rester pauvre. Daniel se laissa aller dans son fauteuil et les regarda tous les deux. Quand j'étais jeune, dit-il, je croyais que l'argent résolvait tous les problèmes. Et d'une certaine manière, oui. Cela peut apporter du réconfort. Cela peut permettre de gagner du temps. Ça peut acheter la sécurité, dit-il en regardant Annie. Mais ça ne peut pas acheter une conscience tranquille, ajouta-t-il. Et ça ne peut pas acheter quelqu'un qui vous dise la vérité quand un mensonge serait plus profitable. Le silence retomba dans la pièce. Monsieur, dit Annie, pourquoi nous aidez-vous encore? Vous nous avez déjà donné la maison. Vous nous avez déjà aidés pour l'école. Daniel esquissa un sourire, mais il y avait une pointe de tristesse dans ce sourire. Parce que quelqu'un m'a dit un jour que le succès ne se mesure pas à ce que l'on garde, dit-il, mais à ce que l'on protège. Il y a quelques mois, alors que j'ignorais encore que ma vie était en danger, une jeune fille a décidé de me protéger au lieu de se protéger elle-même. Il se leva et se dirigea vers la porte d'entrée, puis se retourna pour les regarder. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, dit-il. On me qualifie d'homme qui s'est fait tout seul, mais ce n'est plus tout à fait vrai. Il regarda Annie. Parce que je suis encore en vie, dit-il. Parce que quelqu'un d'autre avait fait preuve de courage. Annie ne savait pas quoi dire. Alors elle resta là, immobile, retenant la porte. Tandis que Daniel regagnait sa voiture, le soleil couchant projetait de longues ombres sur la rue tranquille. Il s'arrêta un instant avant de monter dans sa voiture et jeta un dernier regard à la petite maison à la porte bleue. Quelques mois auparavant, il avait failli mourir dans un manoir rempli d'objets de luxe et de mensonges dangereux. Il se trouvait maintenant dans une rue tranquille, face à une petite maison dont les habitants ne possédaient presque rien d'autre que l'honnêteté, la loyauté et le courage de faire ce qui était juste. Daniel monta dans sa voiture et resta assis un instant avant de démarrer. Il repensa à tout ce qui s'était passé. Le beurre, les pilules, l'argent, les mensonges, les enregistrements, la police, le tribunal qui viendrait plus tard. Et puis il repensa à une petite voix à table qui disait « On t'empoisonne ». Il démarra le moteur et s'éloigna lentement, la rue se rétrécissant dans son rétroviseur. Certains passent leur vie à accumuler des richesses, mais Daniel Carter savait désormais que ce qu'il avait failli perdre de plus précieux n'était ni son entreprise, ni sa maison, ni son argent. C'était l'opportunité de savoir à qui il pouvait faire confiance. Et parfois, la personne qui vous sauve la vie n'est ni un médecin, ni un garde du corps, ni un avocat. Parfois, il s'agit simplement de refuser de vendre son silence. Cette histoire recèle une leçon discrète mais puissante. Le mal arrive rarement de manière inattendue. Elle se présente souvent sous les traits d'une personne souriante à votre table, une personne de confiance, quelqu'un qui prétend se soucier de vous. Cette histoire nous rappelle que l'intelligence, l'argent et le succès ne protègent pas de la trahison si l'on fait confiance aux mauvaises personnes. Mais elle nous enseigne aussi une leçon plus importante encore.
Le courage et l'honnêteté ne sont pas l'apanage des riches ou des puissants. Parfois, la personne la plus courageuse est celle qui a le moins d'argent, le moins de pouvoir et le plus à perdre. Le véritable message de cette histoire est le suivant. Faire ce qui est juste ne vous rendra pas toujours riche, mais vous permettra de vivre en paix avec votre conscience. Au final, la confiance, la loyauté et la vérité valent plus que toute fortune. Cette vidéo est une œuvre de fiction créée avec l'aide d'une intelligence artificielle. Tous les personnages, événements et situations sont fictifs et ne représentent aucune personne réelle ni aucune histoire vraie. Ce contenu est destiné uniquement à la narration et à l'illustration émotionnelle.